Voilà, c'est parti, nous sommes en direct. Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir et ce soir je reçois Frédéric Laforge. Salut Frédéric. Salut Cédric. Ce soir nous sommes ensemble pour comprendre et programmer vos traumatismes par vous-même. C'est une soirée qui va être très très intéressante. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter. Vous aurez le replay dès demain pour revoir si vous avez loupé quelque chose. Prenez de quoi boire et puis coupez toutes les distractions. Est-ce que, en quelques mots, Frédéric, tu pourrais te présenter à nos chers auditeurs, nous dire un petit peu, rapidement qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène ce soir à venir nous présenter, les traumatismes, s'il te plaît. Alors, donc je m'appelle Frédéric Laforge. J'ai 40 et des brouettes. Comme ça, j'ai ces suspense, j'aime bien. Non, parce que dans ma tête, je pense être un peu plus jeune que sur ma carte d'identité, mais bon, voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, mon parcours, c'est que à la base, je suis ingénieur. Je pense que c'est important de souligner. Pourquoi? Parce que suite à ça, j'ai eu envie d'aller plus dans le développement personnel, même si j'ai toujours une activité d'ingénieur dans l'informatique. Et j'avais souhaité avoir des techniques, des outils par rapport à ça, sachant que quand j'étais plutôt, enfin même pas étudiant, quand j'étais au lycée, même collège, j'ai eu des problèmes de stress, enfin surtout d'attaques de panique. Et à l'époque, quand on allait chez le médecin pour traiter les attaques de panique, c'était assez, je dirais, assez compliqué. C'est-à-dire que bon, on avait toujours les mêmes réponses, c'est pas grave, c'est nerveux. Ok, super. Et avec les médicaments qui vont bien. Mais même aujourd'hui, de toute façon, les médicaments sont à peu près toujours les mêmes. Et dans certains cas, c'est pas forcément, comment dire, la réponse qu'on souhaiterait avoir. Moi, ma philosophie, après, ça a été de se dire, OK, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir une autonomie par rapport à ça. Pas toujours être dépendant de substances, même d'un thérapeute, que ce soit un médecin, un psychiatre, et de faire en sorte que les gens soient autonomes par rapport à ça. Parce que je sais que c'est très compliqué. Il faut pouvoir, quand on avait fatalement derrière, il y a des conséquences au niveau troubles anxieux. Donc du coup, moi ce que je voulais, c'est faire en sorte de faire que les gens puissent être indépendants par rapport à ça et se libérer de certains de ces traumatismes. Voilà, en gros, je sais pas si tu as d'autres questions. Donc, si, bon, alors après, ce que je peux dire aussi, c'est que suite à ça, j'étais formateur, consultant formateur dans les entreprises, mais aussi pour les particuliers, donc dans tout ce qui est communication interpersonnelle, cohésion d'équipe, gestion du stress, et j'avais fait aussi un produit sur la gestion des attaques de panique. Et là, on va parler plutôt principalement des traumatismes. Parce que généralement, quand on a des attaques de panique, entre autres, c'est qu'il y a, semble, plus ou moins un traumatisme. Et d'ailleurs, on verra la définition derrière. Ça Donc marche. voilà pour moi. Merci beaucoup pour cette présentation. Ok, écoute, on va pouvoir mettre ton PowerPoint. Je vais préciser que vous pouvez noter toutes vos questions dans le chat dès que ça vous vient. Comme ça, on pourra les prendre à la fin. Et puis, si jamais vraiment il y a quelque chose en rapport avec ce qu'on est en train de dire, on le prendra sur le moment pour construire aussi la conférence avec vous. Et on fera de toute façon une session à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, surtout pour que ça ne vous échappe pas, notez-le dans le chat. Alors déjà, on va commencer par déjà une question pour vous. Donc je rappelle juste le titre, hein, c'est comment déprogrammer vos traumatismes par vous-même. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous ayez des premiers outils, des premières compréhensions du fait que vous avez en fait déjà en vous des ressources pour faire en sorte de travailler sur vos traumatismes. C'est vrai que je vous dirais la première chose à faire quand vous avez eu un traumatisme ou des troubles anxieux, première chose à faire, c'est d'aller voir le médecin. Ça, c'est la première des choses. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien ni psy. Donc, première des choses à faire, c'est d'aller voir votre médecin généraliste. Ensuite, en fonction de ce que vous avez vécu, il va vous orienter peut-être vers un psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui pratique certaines techniques. Donc ça sera à lui de voir. Mais c'est vraiment la première des choses à faire.
Ce qu'il fera aussi, c'est qu'il vous prescrira des médicaments. Alors les médicaments, je sais par expérience que la plupart des gens, vous ne voulez pas forcément en prendre pour plusieurs raisons que je comprends, hein. C'est que on ne veut pas être dépendant, on ne veut pas forcément partir dans les antidépresseurs parce que on est dans une société qui, mine de rien, la société comme le monde de l'entreprise déteste les gens qui sont entre guillemets faibles. Mais ne vous inquiétez pas, entre guillemets, c'est que les antidépresseurs, c'est pas quelque chose où on est dépendant à vie, c'est-à-dire que c'est assez facile d'arrêter. Si le médecin vous a prescrit, il vaut mieux les prendre. Donc, je me range du côté des médecins. Et aussi, c'est pas une question d'être faible ou pas. C'est qu'à un moment donné, vous avez besoin d'aide. Donc, si jamais vous avez ce problème-là, on s'en fout. Puis après, de toute façon, vous le dites à personne, ça, c'est assez réglé. Mais au-delà de ça, ce que je peux vous proposer, c'est justement de vous montrer que vous avez en vous des choses, des ressources, des mécanismes que vous pouvez utiliser pour aller encore mieux et plus facilement et plus rapidement. Alors, déjà, je vais vous poser une question. C'est pour vous, quelles ont été les situations qui ont été pour vous traumatisantes? Alors, je vous laisse répondre dans le chat. Après, quand je vous pose cette question-là, vous pouvez dire des traumatismes de différents degrés, hein. C'est pas forcément le traumatisme abominable avec une mort derrière, hein. C'est qu'après, soyez libre de parler, par exemple, de petits traumatismes qui peuvent être simples, qui pourraient soit qui se sont passés dans votre enfance, ceux-là sont intéressants, qui se sont passés dans votre milieu professionnel, qui se sont passés au niveau familial, je donne des idées comme ça, et d'énumérer comme ça quelques éléments que vous avez pu vivre dans votre vie. Justement, pendant que les gens répondent sur les traumatismes, les médicaments. Alors c'est une bonne remarque, c'est-à-dire que le médicament ne résout pas le problème et il ne résoudra jamais le problème. C'est-à-dire qu'un antibiotique va complètement arrêter l'infection dans votre corps, ça c'est sûr, donc ça va guérir votre corps. Les médicaments, ça va être quoi? Ça va être généralement des antidépresseurs, des bêta-bloquants, des anxiolytiques. Donc, ça va permettre, par contre, de vous calmer, de vous stabiliser pendant une période. Et ça, c'est important, hein. C'est important, c'est pour ça qu'il faut les prendre. Il ne faut pas forcément réchigner à se dire, oh là là, mon Dieu, je vais prendre des antidépresseurs, je suis fou, etc. Non, parce que ça vous permet de vous stabiliser pendant une certaine période. Et pendant cette période-là, vous allez pouvoir travailler sur vous-même. Et c'est pour ça que c'est important. Donc là, je parle des antidépresseurs. Les anxiolytiques, ça sera plus ponctuel. C'est-à-dire que si jamais il y a une crise d'angoisse ou il y a une situation de stress vraiment difficile, je parle sur une heure, sur une journée, ça peut être intéressant. Et après aussi les bêta-bloquants pour des situations de cœur qui battent trop vite ou d'adrénaline un petit peu trop présente. Mais encore une fois, en effet, les médicaments ne résoudront pas le problème. Donc c'est pour ça que le problème, de toute façon, c'est vous qui allez le régler, hein. Il ne faudra pas vous leurrer, il ne faudra pas la pilule miracle, elle n'existe pas, hein. Mais c'est vous qui avez en vous les moyens pour faire en sorte d'aller mieux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on a déjà parce que vous avez on a déjà quelques en vous les retours. On capacités a de le faire. Ginette qui nous dit décès d'un proche, opération chirurgicale. Et donc, est-ce qu'il y a Christina, des... accident de voiture. Ouais, Céline, le deuil de ma mère quand j'étais ado ouais, et des dévalorisations constantes de la part de mon père, entre autres. ouais, Régine, burn-out. Odile, dans mon enfance, j'ai vécu le règne de la terreur avec mon père alcoolique et violent. d'accord, On a Véronique, séparation, décès. Teresa, violence verbale, psychologique et physique. d'accord. Véro, accident, trauma crânien avec perte de connaissance, choc post-traumatique, et je n'en avais pas du tout Mhm, conscience. Anne, agression verbale répétée au travail. d'accord. Safanoli, ancien incendie chez soi. Muriel, séparation sentimentale. Georgie, Ouais, méchanceté des enseignants. Et Nathalie, manque d'amour et d'intérêt des parents. ouais, ouais. Ouais. Donc là, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Quand je dis c'est pas mal, c'est on balaye pas mal de choses. Et c'est plutôt bien.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en effet différentes sources de traumatisme qui peuvent être plus ou moins je dirais, difficiles. Alors c'est sûr que quand on parle de décès, on imagine que c'est la façon ultime. Mais déjà là, ce qui est assez paradoxal, c'est pas parce que on parle de décès que ça va forcément être le plus difficile pour une personne. Alors, je ne ferai aucun jugement de valeur, ne vous inquiétez pas, mais ça va vraiment dépendre de chacune des personnes. Et c'est ça qui est assez, je dirais, étrange avec le cerveau humain, c'est que parfois, pour des traumatismes qui ont l'air a priori mineurs par rapport à d'autres, eh bien la personne va avoir une vie qui va être plus difficile au niveau de ses troubles anxieux que d'autres. Donc on peut pas, c'est difficile de mettre un jugement de valeur, de mettre celui-là, il est plus dramatique que l'autre en termes de traumatisme. Moi, je ne joue pas à ça et je pense la personne dans son entier avec ce qu'elle a pu vivre et son ressenti. De toute façon, son ressenti, votre ressenti, il est juste. C'est-à-dire que même s'il y a une personne qui vous dit non, mais t'exagères, franchement, c'est pas la fin du monde, votre ressenti à un moment clé, il est juste. C'est-à-dire que votre ressenti, voilà, on ne peut pas le mettre en cause. Comment vous l'avez ressenti? Peut-être qu'en effet, peut-être que vous l'avez mal interprété. Ça, c'est possible. Mais quand vous l'avez ressenti, personne ne peut le remettre en question. Personne. Donc déjà, si jamais il y a quelqu'un qui vous dit non, mais attends, c'est bon, ça va passer, etc. C'est pas grave et compagnie. Non. C'est-à-dire que vous avez raison d'avoir ressenti cette chose difficile à cet instant-là. Donc déjà, dites-vous merci. Pourquoi vous avez ressenti cette émotion? Parce que lorsque vous avez vécu ce traumatisme, donc ça peut être, bon là, évidemment, le décès paraît le plus compréhensible, parce que bon, on l'a tous à peu près, on a tous vécu de la famille, des gens qu'on connaissait, qu'on aimait, etc. Ce qui se passe, c'est que quand on est face à un traumatisme, le cerveau et le corps se mettent automatiquement en mode. On parlait quelqu'un avait vécu un accident. J'ai été renversé par une voiture quand j'étais en 5e. Je vous le raconte rapidement, c'est que j'étais j'allais traverser, j'étais devant un passage piéton. J'aime bien le rappeler parce que moi je suis passé dans le journal le lendemain et le journaliste a dit que j'étais en dehors des passages piétons. Non, j'étais bien sur le passage piéton, sauf que la voiture m'a foutu en l'air 5 mètres plus loin. Ça c'est juste pour la petite boutade, mais bon. Et c'est vrai qu'au moment où je me suis fait renverser par la voiture, je n'ai rien senti. Et je pense que pour les personnes qui ont vécu la même chose, généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le corps, il a compris que la situation était compliquée, qu'il y avait un problème qui survenait, et automatiquement, le corps dit non, c'est bon, je ne veux plus ressentir de douleur. Donc en fait, c'est l'adrénaline qui est envoyée pour ne plus ressentir la douleur. Et aussi au niveau du fait en sorte de faire une protection pour éviter d'avoir le traumatisme tout de suite. Et ce qui se passe généralement, quasiment dans la plupart des cas, c'est que quand l'accident est passé, par exemple, sur le coup, en gros, c'est pas de problème, moi ça va bien, et moi c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je me suis retrouvé par terre, j'étais prêt à repartir pour aller au collège. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, je me suis effondré. Et c'est là où c'est, entre guillemets, c'est magique. C'est pas forcément agréable, évidemment, mais c'est magique parce que le corps a s'est dit à ce moment-là, oula, il y a eu un problème, je verrouille tout, je sécurise le corps et l'esprit à ce moment-là. Après, on verra. Donc voilà pour ce témoignage. Donc du coup, je vais rebondir aussi sur ce que vous avez dit sur vos réponses. C'est-à-dire dans ce que vous avez émis comme un traumatisme. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas pouvoir dire que tel traumatisme est un vrai, comment dire, enfin, vous avez fait un état de stress post-traumatique ou un trouble de l'adaptation, ça j'en sais rien, ça c'est le médecin qui vous le dira. Par contre, c'est intéressant de voir la différence, c'est-à-dire que quand on a vécu un traumatisme, même si la sensation était difficile, il faut quand même qu'on fasse la distinction entre les deux. C'est-à-dire que pour des traumatismes, on va dire mineurs, généralement, on sera plus dans du trouble de l'adaptation. C'est-à-dire que la vie n'est jamais toujours rose, donc on va être face à des situations qu'on ne connaît pas. Et quand le cerveau ne connaît pas, forcément, ça génère un stress qui va être plus ou moins important.
Dans certains cas, on va être face à une situation où vraiment, il nous manque des choses, il nous manque des éléments, des informations, des capacités, des ressources. On a aussi des croyances sur nous-mêmes qui ne sont pas adaptées. Du coup, on va avoir du mal à s'adapter à la situation actuelle. Donc, du coup, on va avoir en effet des troubles de l'adaptation pour, par exemple, la fin de relations sentimentales, les difficultés, enfin, on l'a entendu tout à l'heure, difficultés dans le business, les affaires ou le travail, des problèmes conjugaux, pardon, ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure, vivre dans un quartier à forte criminalité, l'entrée à l'école, qui serait, qui est mine de rien, l'entrée à l'école, c'est quand même un événement qui est pas évident. On est petit, on n'a pas une grande vision de ce que c'est que le monde, et on on nous retire de chez nos parents pour nous envoyer dans un lieu qu'on connaît pas, des gens qu'on connaît pas. Pas facile quand même. Et dans certains cas, quand je parle de traumatisme mineur, c'est que dans certains cas, des traumatismes comme ça d'entrée à l'école, ça peut vous suivre toute la vie, hein. Ensuite, on peut avoir le départ du milieu familial, de la maternité, l'échec dans les projets professionnels, la retraite. La retraite aussi, c'est un événement où, quand on l'a pas préparé, c'est pas évident. Perte en emploi, etc., etc., etc. Donc là, on parle de trouble de l'adaptation. Trouble de l'adaptation, donc on sera sur quelque chose qui n'est pas extrême. Ce n'est pas agréable, ça sera peut-être difficile à gérer pour certaines personnes, mais on n'est pas dans l'extrême. Par contre, on fera comme la distinction avec l'état de stress post-traumatique, le SPT pour le résumé, où là, on sera vraiment sur de la confrontation. Alors, c'est soi-même ou une personne qui est proche à la mort. Alors, quand on parle de la mort, c'est pas un diagnostic de quelqu'un qui était, par exemple, en fin de vie. Quelqu'un qu'on savait qu'elle allait mourir pour un cancer, par exemple, on parlera pas forcément d'état de stress post-traumatique. Mais bon, ça encore une fois, c'est pas moi qui le dirais, c'est plutôt le médecin ou le psy. Donc, confronté à la mort, donc quand on est face, par exemple, à une prise d'otage, par exemple, une agression, un viol, on a aussi la peur de mourir. Alors cette peur de mourir, faut aussi faire la distinction entre, comment dire, ce qu'il a généré et la ressentir de temps en temps. Parce que la peur de mourir apparaît fréquemment dans l'attaque de panique. Et l'attaque de panique, généralement, elle est liée à des choses qui ne sont pas rationnelles. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. Après aussi, on parle aussi de menaces de son intégrité physique, donc voilà, donc ça peut être une agression, un viol, etc. Juste comme ça, pour l'anecdote, entre guillemets, là je suis suivi par un kiné pour une douleur à l'épaule. Ça, c'est pas important. Ce qu'il m'a dit la dernière fois, c'est qu'il suivait, lui, des personnes qui avaient été au Bataclan. Donc évidemment, vous savez tous ce qui s'est passé au Bataclan avec les attentats. Donc il suivait une personne qui avait reçu plusieurs balles dans son bras. Et donc elle faisait évidemment de la rééducation pour pouvoir le réutiliser correctement. Et c'est pas évident. Faut être clair, c'est pas évident parce que bon, il disait clairement, toucher un bras, il y a des trous. Donc après, on peut imaginer dans quelle situation de stress peut être la personne. Donc il m'a pas parlé plus que ça, et je vais juste, je vais m'arrêter là-dessus. Donc voilà, donc du coup, on retient que quand on parle de traumatisme, il faut distinguer le trouble de l'adaptation et le stress post-traumatique, qui sont deux choses qui sont quand même différentes. Au niveau des critères diagnostiques, là, cette diapo-là, je vais pas m'attarder parce que ça n'a pas forcément un grand intérêt. C'est juste pour que vous ayez, vous, comme ça, une vision de ce qui peut se passer lorsqu'on est en état de stress post-traumatique, par exemple. C'est-à-dire que quand on a un syndrome de stress post-traumatique, généralement, les choses qui sont vraiment présentes, c'est qu'il y a toujours cette reviviscence qui est permanente. Quelqu'un qui a vécu un attentat comme le Bataclan, comme ça, j'ai vu dans des reportages, c'est qu'ils avaient toujours cette reviviscence. C'est-à-dire que pour tout et n'importe quoi, il y avait toujours le souvenir. Alors ça peut être des images. Ce que je vous dis là, ça aura un impact, enfin un intérêt pour la suite. Il y avait des images, des fois il y avait le son des balles qui sifflaient. Il peut aussi y avoir une odeur de, je sais pas, peut-être de sang, peut-être de poudre, je ne sais pas. J'y étais pas, heureusement. Mais après, le cerveau a enregistré ces informations-là. Et quand cette personne se retrouve face à une situation un peu similaire,
eh ben, elle peut avoir ce retour de traumatisme qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. Donc ça, c'est vraiment spécifique à l'état de stress post-traumatique. Donc ça peut revenir sous la forme de pensées, de sentiments, ça peut être lié à des endroits particuliers, ça peut être lié à des gens particuliers, ça peut être lié à une activité qui peut être particulière, qui va rappeler à la personne ce mauvais souvenir-là. Et là, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Clac, il fait comme s'il se reconnectait à l'instant, alors que l'instant est terminé. Là, les attentats sont terminés. Mais pour la personne qui a vécu ça, clac, elle revit ça. Peut-être que ça doit parler à certaines personnes, je pense, qui nous écoutent là. Aussi, ce qui est important dans le stress post-traumatique, c'est qu'il y a l'activation neurovégétative. Donc là, c'est le système nerveux autonome, le système nerveux central, qui, parce qu'il a vécu une situation de stress intense, bah, il va y avoir des petits déclenchements automatiques de fonctions qui vont nous perturber, par exemple le sommeil, difficulté de s'endormir, le fait d'être irritable, le fait d'être en colère permanente par rapport à n'importe quoi, le fait de pouvoir, enfin ne plus pouvoir se concentrer. Ça c'est classique aussi, la concentration dans les épisodes de dépression aussi, par exemple. C'est difficile de pouvoir se concentrer. Quelque chose qui est vraiment, voilà, je dirais, c'est peut-être le plus évident, c'est l'hypervigilance. Quand on était face à des situations comme un attentat ou une agression, on est constamment en hypervigilance. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de guetter s'il n'y a pas quelque chose qui va nous tomber dessus. On va regarder si les gens sont bien intentionnés ou pas. Et on devient un petit peu comme un guetteur, un militaire en train de guetter. Et après, on peut aussi avoir des réactions de sursaut qui sont exagérées pour tout et n'importe quoi. Par exemple, vous entendez un petit, je sais pas moi, un petit pétard ou un ballon qui pète. Et là, vous allez bondir de 3 mètres, par exemple. Donc ce sont des choses qui sont normales. Et dans le stress post-traumatique, il faut bien aussi voir que la perturbation va durer un moment. On parle de plus d'un mois. Eh ben, oui, ça veut dire que ça va durer assez longtemps. Donc après, c'est pour ça que c'est important de se faire suivre au moins par le médecin généraliste et voir un psychiatre pour avancer et avoir un traitement qui est adapté. Donc forcément, ça a un impact. Ça a un impact, ce genre de stress, un impact au niveau social, au niveau du travail, de la vie sociale, de la vie familiale. Les activités, je dirais dans les deux cas, c'est le stress post-traumatique, mais aussi le trouble de l'adaptation. Le trouble de l'adaptation, là, on sera sur des choses qui auront un impact sur la vie quotidienne, mais quand même moindre. Enfin, dans certains cas, peut-être qu'on aura des exagérations, mais quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire sans vraiment pas forcément tout faire. Je relis en même temps. Quand on parle du trouble de l'adaptation, après, on parle aussi de facteurs de stress. On va avoir une humeur dépressive ou pas, de l'anxiété ou pas. On peut avoir les deux. Et ça va vraiment être différent des personnes. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont être peut-être dépressives, qui vont être de plus en plus anxieuses. Alors au départ, moi j'ai eu ça comme client. Moi, j'ai eu des personnes comme ça, qui avaient plus des troubles de l'adaptation. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient au top, on va dire. Qui étaient vraiment au niveau professionnel au top, au niveau communication, relation avec les autres au top. Et du jour au lendemain, ils ne savent pas pourquoi, incapables de faire ce qu'ils faisaient avant. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui était, ou qui est toujours, qui fait partie d'une énorme société, je ne donnerai pas le nom, qui était dans la direction de la communication et qui devait faire des réunions, je dirais pas quotidiennement, mais presque. Donc ça veut dire que toujours devant le comité de direction. Au départ, lui, il aimait bien faire ça. Pour lui, il se disait, j'ai un don, je suis vraiment un très bon là-dedans. Et c'est vrai, ça se sent, ça se ressent. Du jour au lendemain, plus possible de faire comme il le faisait avant, quoi. Et il a fallu déterminer pourquoi il avait ce problème-là. Et en discutant, on s'est rendu compte que c'était a priori un événement qui venait de l'époque où il était à l'école. C'est dingue quand même. C'est-à-dire qu'a priori, cet événement-là, donc il s'en souvient très bien, il y avait des personnes donc qui avaient à peu près son âge, ou qui étaient un peu plus âgées que lui, je pense, et qui l'ont, c'est pas bien comment on est à cet âge-là, quand on est en primaire, ou oui, c'était ça en primaire,
ben, on n'est pas forcément super agréable avec les copains. Ils lui ont dit certaines choses qui n'étaient pas forcément agréables, et ça a été inscrit dans son cerveau jusqu'à maintenant. Et par contre, c'est ressorti là. C'est pas sorti pendant des années, ça est ressorti plusieurs années après. Et j'ai eu aussi un autre client qui avait eu ce même problème. C'est-à-dire qu'il avait vécu un événement qui était traumatisant. Il était au collège, je crois. Et il y avait une copine de sa classe qui avait fait une crise d'épilepsie. Et ça l'avait traumatisé. Mais sur le coup, en fin de compte, c'était passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que le cerveau, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le cerveau il s'est dit, c'est pas super, j'ai pas aimé, mais on va prendre ce souvenir-là, on va le mettre bien au fond et on ne le ressort pas. Sauf qu'à un moment donné, ce souvenir-là va quand même ressortir et il est ressorti. Et quelques années après, je pense que c'était quoi, peut-être 20 ans après, le souvenir-là ressort, cling. Donc vous imaginez bien, le souvenir-là qui a bien mûri, qui a bien moisi, je dirais plutôt, il ressort avec tout ce qui s'est passé à l'époque. Et donc du coup, on se retrouve avec des personnes qui vivent une situation de traumatisme qui a juste un delta de 20 ans. Donc c'est juste pas possible. Voilà, donc j'en dirai pas plus là-dessus. Par contre, là, les conséquences, c'est que les conséquences d'un traumatisme, et là je poserai la question de derrière, je peux même vous poser la question maintenant, c'est que par rapport à vos traumatismes, quelles ont été les conséquences au niveau comment dire, des troubles anxieux? Est-ce que vous avez été plutôt dépressif? Est-ce que vous avez été victime d'attaques de panique? Est-ce que vous avez été victime d'agoraphobie, de TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, de l'anxiété généralisée, de la phobie sociale? Alors la phobie sociale, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, de ne pas se sentir comment dire? C'est difficile, par exemple, de montrer d'être performant devant des gens. C'est pas facile de manger devant des gens. C'est pas facile de téléphoner devant des gens, par exemple. Et des phobies spécifiques, bah, c'est par exemple le fait d'avoir peur d'une araignée, le fait d'avoir peur d'une arme, enfin d'un couteau, le fait d'avoir peur d'un ascenseur, etc. Donc là, je vais vous laisser répondre. Et Cédric va me donner les réponses que vous me donnez par rapport à ça, pour voir un petit peu ce que vous avez vécu suite on peut répondre à deux petites questions par rapport à ce que tu viens de dire. On avait Christina qui demandait est-ce que le trouble d'adaptation est la conséquence du stress post-traumatique? Non, ce sera deux choses différentes. C'est-à-dire que en termes de... Enfin, je reviens sur la diapo d'avant. Je ne l'ai pas dit. Les états de stress post-traumatique et le trouble d'adaptation, ce sont des pathologies distinctes. C'est-à-dire que si le médecin ou le psychiatre c'est qu'il va normalement donner soit l'un soit l'autre. Est-ce qu'il peut y avoir une relation entre les deux? Ça, je ne pourrais pas forcément le dire. Peut-être que le médecin pourrait le dire. Par contre, sachez une chose, c'est-à-dire que le stress, de façon générale, c'est un syndrome d'adaptation. C'est-à-dire que le stress qu'on vit maintenant actuellement, c'est ni plus ni moins que ce que les hommes préhistoriques, pour faire simple, vivaient quand ils étaient face à des situations comme être face à des animaux dangereux. C'est une caricature, mais c'est ça. C'est-à-dire que notre stress n'est en fait que notre instinct de survie. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que quand on est face à des situations de stress, des situations d'anxiété, eh ben, il faut réussir à réapprendre à dire que son stress, c'est une super machine qu'on a. C'est ça qui nous permet de rester en vie. Parce que quand on est face à une situation de stress, on a trois possibilités de réaction. C'est soit la fuite, soit le combat, soit le fait de rester figé. Pour ça, en anglais, on appelle ça la réaction FFF. En anglais, c'est flight, fight et freeze. Donc, il veut dire se battre, s'enfuir et rester figé. Donc, en fait, le stress, c'est quelque chose de bon à la base. Parce que, par exemple, si vous êtes dans une situation j'ai entendu qu'on parlait d'incendie. Quand vous êtes face à une situation d'incendie, il faut vous barrer, quoi. Il faut vous barrer. Donc, quand on est face à ce genre de situation-là, quand on l'a vécu, quand on s'en est sorti, heureusement, généralement, qu'est-ce qui se passe? Après coup, on se dit, ah, je me suis levé, j'ai couru, j'ai pas réfléchi, j'ai pas eu mal, j'ai pu sauter des obstacles, j'ai pu défoncer des objets, j'ai pu casser des objets, j'en suis pas rendu compte. Et c'est ça qui est génial, c'est que notre système de survie nous permet de décupler notre force. Si vous l'avez déjà vécu, vous le savez, hein.
c'est inimaginable comment ça se passe. On a une force de dingue, on peut courir à une vitesse incroyable, on peut sauter à des hauteurs qu'on ne pouvait pas en temps normal, parce qu'on a ce mécanisme qui est en nous et qui nous sauve la vie. Par contre, maintenant, évidemment, on est beaucoup moins, on retrouve beaucoup moins d'animaux dangereux en face de nous. Heureusement, en ville, ça va. Des fois, on est face à des chiens. Hein. Des chiens, c'est assez dangereux, mais de façon générale, ça va quand même. Par contre, quand on est face à quelqu'un qui veut nous agresser, le système marche bien aussi. C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir se battre ou s'enfuir. Donc voilà, donc pour répondre finalement à la question de Christina, rappelez-vous bien que le stress, de toute façon, c'est un syndrome d'adaptation. Et ça avait été théorisé par monsieur Anseli. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a une page qui est dédiée sur Wikipédia. Et Anseli qui a théorisé ça. Donc le syndrome d'adaptation. Et donc, du coup, sur les conséquences de stress, on est-ce que a Ginette qui nous dit dépression, Cédric, phobie à l'extérieur de chez moi, angoisse, attaque de panique, peur de la foule et dérèglements alimentaires comme la boulimie. La Céline, dépression, attaque de panique, incapacité de prendre ma vie en main, dépersonnalisation et déréalisation, douleur physique. Georgie nous dit « Je suis un peu claustrophobe, mais je me suis soigné comme les hauteurs. Je suis toujours avec la phobie de me retrouver au milieu d'une foule alors que je peux regarder de quelques mètres. Héros, hypervigilance, impossible d'assister à une fête, endroit avec beaucoup de personnes, paralysie physique visible, insensibilité depuis l'accident, choc post-traumatique évalué par les psychiatres. » D'accord. Ok. Eh ben, on rentre pile dans les choses. Hein. Je veux dire, c'est intéressant. On va pas dire que bon, le fait d'avoir de l'attaque de panique, c'est intéressant. Hein. Parce que je sais ce que c'est. Donc, quand vous me dites ça, vous inquiétez pas, je sais ce que c'est de le vivre d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique. Donc, du coup, ce que je trouve dans vos réponses, c'est qu'en effet, on tourne pas mal dans les troubles anxieux que j'ai pu marquer. J'ai entendu le mot déréalisation, dépersonnalisation. Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est soit vous avez cherché sur Internet, soit c'est le médecin qui vous l'a dit, mais vous savez ce que c'est. Et ces deux choses-là, par exemple, font partie des 13 symptômes de l'attaque de panique. Alors, j'en parlerai pas forcément là, hein, mais je crois que j'en parle dans le sujet, enfin dans le produit après, je crois. Je crois si les 13 symptômes, j'en parle après. Mais ça fait partie des 13 symptômes de l'attaque de panique. Alors, la déréalisation, dépersonnalisation, ça c'est bizarre, hein. Pour ceux qui l'ont jamais vécu, c'est qu'on n'a plus l'impression d'être soi-même, on n'a plus l'impression que ce qu'on vit, c'est la réalité. C'est vraiment super bizarre, quoi. Par contre, c'est pas grave. C'est pas grave, les médecins, je pense qu'ils vous ont dit, ouais, bah oui, c'est chiant, hein. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et quand on vous dit c'est pas grave, bon, moi, généralement, on se dit, bah, merci, mais je le vis quand même, quoi. Et comment je fais pour plus le ressentir? Donc les attaques de panique, j'ai aussi entendu la peur de la foule. Donc la peur de la foule, on sera plus sur de l'agoraphobie. Parce que par exemple, vous pouvez avoir de l'attaque de panique avec agoraphobie ou sans agoraphobie. Et vous pouvez même faire de l'agoraphobie sans attaque de panique. Ça va dépendre des cas. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu de la claustrophobie aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est de me rappeler. Avec des sensations physiques. C'est pareil, hein, les sensations physiques, de toute façon, font partie des symptômes de l'attaque de panique ou troubles anxieux associés. Hein. Et tout ça, de toute façon, quand on les voit, ces fameux symptômes, de toute façon, ce qui est assez marrant, entre guillemets, quand l'attaque de panique est liée à quelque chose de non rationnel, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas lié à un danger, un vrai danger, en fin de compte, quand on l'a vraiment vécu plusieurs fois, qu'on est rassuré, etc., on se dit, en effet, c'est pas grave. Pour gérer les attaques de panique, j'ai fait une technique justement pour la gérer. Après, à la fin, on peut se dire que ce qu'on ressent, c'est ni plus ni moins que notre système d'alarme qui a des répercussions sur le physique. Par exemple, le fait comment dire, quand le système d'alarme se met en route, le fait, la réaction FFF que je vous disais tout à l'heure, le fait de vouloir se battre ou de s'enfuir, le corps se met en route pour prendre de l'oxygène
envoyer l'oxygène dans les muscles pour pouvoir courir. Donc forcément, le cœur bat plus vite, on respire plus, on commence à suer parce que forcément, on fait des efforts. Et il se passe plein de choses au niveau du corps qui, les conséquences physiques au niveau, par exemple, des fourmillements, des difficultés au niveau thoracique, etc., en fait, c'est normal, quoi. C'est normal, c'est ni plus ni moins que notre système d'alarme qui il se matérialise sous cette forme-là, quoi. Et une fois qu'on a compris ça, dans un deuxième temps, parce que je dis pas que tout de suite c'est facile, mais dans un deuxième temps, on se dit, ouais, d'accord, je comprends mieux et j'apprivoise un peu plus les manifestations que je peux ressentir. Et pour résumer, donc j'ai aussi entendu parler de dépression. C'est normal, hein, ça se comprend. Pourquoi? Parce que quand on est face à ce genre de situation, de stress, j'angoisse, etc., bah, entre guillemets, c'est logique de pas être bien, de se dire, mais ma vie, comment je fais, etc. Donc, moi, ce que je peux déjà vous dire par rapport à ça, c'est que moi, je vous blâme pas. Si jamais on vous a dit que vous étiez faible, moi, je vous dis non, vous n'êtes pas faible. Et je vous dirais même, ça je dis toujours à mes clients, c'est que je vous dirais même, vous faites partie des héros ordinaires de la vie courante. Mais vraiment, hein, je ne vous dis pas ça pour passer la brosse à reluire, c'est que je le pense vraiment. C'est-à-dire que quand vous vivez ça, si vous l'avez écrit sur le chat, et vous savez que c'est anonyme, hein, de toute façon, si vous l'avez marqué là on est entre nous, donc bon, bah, ça ne sortira pas de là. Forcément, vous ne le dites pas forcément à l'extérieur, ou juste à vos proches. Pourquoi? Parce que vous sentez, vous avez honte, vous dites, bah, je suis faible, etc. C'est normal, hein, on n'a pas envie de passer pour un faible à l'extérieur. Mais moi, je vous le dis, vous faites partie des gens extraordinaires. Parce que vivre ça, ne pas le dire aux autres et vivre en cachette, moi, je dis, franchement, chapeau. Alors, une fois qu'on a dit ça, on aimerait bien que ça s'arrête. Ça, c'est sûr. Alors moi, ce que là, je vais vous donner déjà des explications sur la mécanique qui se passe en vous. Parce que moi, je pense que la première des choses à faire, c'est de bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, je pourrais vous donner autant de techniques que je veux. Si vous ne ça peut fonctionner, vous direz non. Alors déjà, on va essayer de voir concrètement qu'est-ce qui se passe en nous. Alors quand je dis concrètement, je vais vous le modéliser sous la forme de schéma. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, on va prendre le cas de quelqu'un qui a vécu une situation traumatisante, faible ou vraiment, vraiment importante. Peu importe, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez sur cette diapo-là la map monde à gauche, donc on connaît tous. Donc là, bon, vous dites, ok, je connais bien la Terre, c'est sympa. Et à droite, vous voyez une espèce de carte, vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Et vous vous dites, mais quel est le rapport avec les traumatismes? En fin de compte, c'est plutôt une image, une métaphore que je vais vous donner là. C'est que dans le monde du développement personnel, du coaching, on parle de la carte du monde. La carte du monde, c'est quoi? C'est en fin de compte ce que on a dans notre tête. C'est tout notre vécu, notre ressenti, nos croyances, nos valeurs. C'est ce qui nous a construit, c'est ce qui nous a façonné. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses depuis qu'on est né, même avant, hein, même au niveau même pendant la grossesse, on a vécu des choses qui sont restées quand même dans notre cerveau. Bref, on va pas partir là-dessus. Mais que du coup, à un instant T, là aujourd'hui maintenant, toutes les personnes qui sont présentes à cette conférence-là, vous êtes tous une carte du monde qui est différente. Ça veut dire que, par exemple, on est comme tous d'accord sur le fait que, je vais vous montrer n'importe quoi, on est tous d'accord que ça, c'est une télécommande. Ça, c'est pas un problème. On est tous d'accord que ça, c'est un téléphone. Donc ça veut dire qu'on a quand même des choses qu'on partage, heureusement, on sait ce que c'est qu'une table, on sait ce que c'est qu'une voiture, etc. Bon. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques par rapport à notre vécu. Le fait que vous ayez vécu des choses traumatisantes, eh ben, ça fait partie de vos spécificités. Le fait d'avoir peur je sais pas, de la foule, par exemple, tout le monde n'a pas peur de la foule. Par contre, je vous rassure, il y a du monde, hein. Il y en a quand même. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas peur de la foule n'arrive pas à concevoir que vous ayez peur de la foule. C'est juste, c'est lui, il n'a pas cette information-là. Quelqu'un qui a peur j'ai entendu aussi le vertige, quelqu'un qui a peur du vertige, pour une personne qui n'a pas peur du vertige, c'est inconcevable. Il ne comprend pas. Du coup, il vous regarde comme une bête curieuse. Mais vous, ça fait partie de votre carte du monde, c'est-à-dire ça fait partie de votre spécificité. Alors, ce qui se passe, pour imager ce qui se passe après un traumatisme,
C'est on va imaginer que la map monde qu'on connaît tous, c'était la situation avant le traumatisme. Donc en fait, on était adapté à notre monde. Donc on avait une bonne représentation de notre monde. On a vécu un traumatisme, et là, ça va altérer notre vision du monde. Et du coup, on va se retrouver avec une représentation du monde. C'est pour ça que la carte qui est à droite, c'est une représentation de la Terre il y a avant Jésus-Christ. Alors, je vous ai pris une des cartes les plus, enfin, entre guillemets, les plus ridicules. Parce qu'évidemment, vous voyez bien que sur la carte de droite, elle ne représente plus du tout ce que nous, on connaît par rapport à la map monde traditionnelle. Quand on regarde la carte de droite, on voit qu'il y a l'Asie, la Libye, l'Europe. Alors là, on voit qu'il y a l'Espagne qui est ici, pas trop où elle est. Là, on a l'Angleterre qui est par ici. Bon, on se dit, c'est pas possible, quoi. Déjà, il manque, forcément, avant Jésus-Christ, le continent américain, on l'avait pas en stock. Il nous manque aussi l'Océanie. Donc, à l'époque, c'est pour ça que l'image est super intéressante, c'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus-Christ, plus ou moins, eh ben, on avait une vision du monde qui était totalement inadaptée par rapport à la réalité. C'est pour ça que j'ai marqué la phrase « la carte n'est pas le territoire ». C'est parce que c'est parce qu'on a une carte dans notre tête que ça représente l'exactitude. Personne n'est capable de représenter l'exactitude de notre monde. C'est pas possible. Mais pour bien vivre, il faut avoir une carte la plus précise possible. Plus vous avez une carte précise du monde dans lequel on vit, plus vous serez adapté dans le monde justement dans lequel on vit. Si votre carte du monde est altérée ou n'est pas complète, vous n'arrivez pas à vivre dans ce monde de cinglés. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus cinglé, hein, soyons clairs quand même. Donc, et du coup, ça demande encore plus maintenant que pour nos parents, il faut nous adapter tous les jours. Vous le savez, il y a tout qui change avec les smartphones et compagnie. Bref. Donc, on doit s'adapter. Donc, retenez bien que notre carte du monde et nos croyances sont altérées suite à un traumatisme. C'est-à-dire qu'on n'a plus la même vision. Alors, justement, on va rentrer dans les choses un peu plus dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe lorsque on est face à un traumatisme? On va avoir un événement qui est traumatisant. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un accident et autres. Eh bien, il va y avoir une association entre les éléments du traumatisme, enfin de l'événement traumatisant, et de ce qu'on a ressenti, nos émotions et nos pensées négatives. Par exemple, un accident, moi je me suis dit, quand je me suis fait renverser, les éléments traumatisants, c'est quoi? C'est ce qui va être visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai vu des choses, j'ai vu la voiture arriver à ma gauche, je me suis vu partir dans le ciel, là je me suis dit, t'es cuit. Là je me suis dit, c'est terminé, quoi. J'ai vu une couleur jaune, pourquoi? J'en sais rien, hein. J'ai vu une couleur jaune, donc c'est des éléments qui sont visuels. D'un point de vue auditif, j'ai aucun souvenir auditif. Donc j'ai rien entendu de particulier. J'ai vraiment le silence total. D'un point de vue kinesthésique, alors le kinesthésique, c'est la sensation du corps, c'est quand on se touche par exemple au niveau du corps. Donc c'est externe et c'est interne. Moi, sur la partie kinesthésique, j'ai rien. J'ai aucune sensation, j'ai pas de douleur. Ce que je vous avais dit, c'est l'adrénaline qui fonctionnait. J'ai aucune douleur. Et au niveau interne, pareil, j'ai que dalle. Au niveau olfactif, j'ai rien. Et évidemment, gustatif, généralement, on s'en sert pas. Rien. Donc j'ai associé cet événement de voiture, qui était grise, je crois, la couleur jaune dans le ciel, le fait de voler, enfin bon, plus la sensation de je suis mort, et c'est tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans le cerveau qu'on voit à droite, et du coup, ça a enregistré tout ça, ça a packagé tout ça sous la forme d'un petit programme. Donc en fait, un petit programme, c'est quoi? C'est les réseaux neuronaux qui sont connectés à une vitesse grand V. C'est-à-dire qu'à un instant T, en une demi-seconde, il y a tout qui s'est câblé, tac, 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 tout qui s'est packagé, et ça a créé un espèce de souvenir, mais un souvenir qui n'est pas inerte. C'est-à-dire que c'est un souvenir qui après va devenir, on verra après, qui va devenir une sorte de réflexe. Donc plus le souvenir est difficile, plus il va être ancré au fer rouge. C'est-à-dire que vous allez avoir tout de suite un apprentissage qui va se faire en un millième de seconde. Je sais, c'est incroyable. Moi, j'aimerais bien, par exemple, apprendre à faire du piano en un millième de seconde. C'est difficile.
Eh ben, le fait d'avoir un traumatisme, c'est que vous avez, en fin de compte, c'est un apprentissage qui se fait à vitesse grand V. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et en fin de compte, notre traumatisme, il va se retrouver codifié sous la forme du fameux VACOG. Je vous disais visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, plus les émotions et pensées négatives. Donc tout ça va être packagé et relié dans un petit, un petit programme qui va nous desservir au départ, mais vous verrez que justement, c'est un mécanisme qui va nous intéresser pour la suite. Alors là, on rentre un peu plus dans le détail. Donc on revoit l'événement traumatisant, on revoit les émotions et les pensées négatives. Donc si on prend l'événement traumatisant, donc il va passer par l'accueil des événements extérieurs. Donc en fin de compte, ça va passer par nos 5 sens, si vous avez bien compris, c'est-à-dire qu'on va voir des choses, on va entendre des choses, on va sentir des choses, on va sentir avec la main, sentir avec le nez, et sentir avec la bouche des choses. Et tous ces événements extérieurs, en fait, on a des milliards d'informations qui nous arrivent à chaque seconde, mais le cerveau, en fin de compte, il trie ces informations-là. Parce que si on devait traiter toutes les informations chaque seconde, on deviendrait fou. Et heureusement, on a des filtres qui nous permettent quand même de nous concentrer que sur ce qui est important. Mais, par contre, on a tous des filtres qui seront différents. C'est-à-dire qu'en fonction de notre, par exemple, est-ce qu'on voit bien, déjà? Est-ce que nos yeux voient bien? Certaines personnes vont mal voir. Peut-être, par exemple, les daltoniens ne vont pas voir le rouge et le vert correctement. Donc déjà, il va y avoir des filtres qui vont faire en sorte que les informations seront dégradées. Quelqu'un qui a des problèmes auditifs, pareil, va avoir des informations qui sont dégradées. Quelqu'un qui a une perte de sensibilité, pareil. Quelqu'un qui a une perte de l'odorat, pareil. Tout ce qui est vrai de l'extérieur, en fin de compte, va arriver sous une forme qui ne sera pas, la réalité. Ça sera une réalité qui sera un petit peu déformée. C'est pas grave, on est tous comme ça. Après aussi, on peut avoir des filtres qui sont culturels, c'est-à-dire que en fonction de là où on vit et ce qu'on a pu vivre, eh bien, on aura une interprétation qui sera différente. Par exemple, je dis n'importe quoi, je vais aller dans la caricature. Quelqu'un qui est français, quelqu'un qui est américain verra des choses différentes. Allez, on va juste être vraiment dans la caricature. Généralement, les Américains seront beaucoup plus, ils vont s'extasier avec le fameux amazing, 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 alors que le français sera plus ouais, bon, et alors quoi. Je sais, c'est une caricature, mais bon, c'est juste pour que vous voyez bien, c'est qu'en fonction de là où on vit, dans le pays où on vit, la culture dans laquelle on est, on va vraiment avoir une interprétation de la réalité qui va être différente. Et ça, c'est important pour la codification des souvenirs. Donc, une fois que les événements sont filtrés, ils sont associés avec nos émotions et pensées, et après, ils vont rentrer dans une roue, là, la roue qui est la roue qui va modifier nos croyances. Parce que, au fond de nous, on a tous des croyances qui sont justifiées ou non. Ces croyances, c'est pas forcément des croyances religieuses, on a tous des croyances. Ça peut être sur la politique, sur la façon de vivre en couple, sur je sais pas, la finalité de la vie, etc. On a tous des croyances. Et d'ailleurs, c'est ce qui représente la limite de notre carte du monde. Ça, c'est juste comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une interaction entre nos pensées, à l'instant T. Par exemple, tiens, je pense que je suis pas bon. Je prends un exemple très simple. Par exemple, je vais faire un entretien d'embauche. Mes pensées à l'instant T, c'est que ouais, en fin de compte, je suis nul. Je suis nul en entretien d'embauche. Bon, ok. Et petite flèche rouge, bah, du coup, ça va me mettre dans un état interne, donc comment je me sens, qui va pas être top. Forcément, je me dis que je suis pas bon, donc je suis pas au top. Donc, si je suis pas au top, je vais avoir un comportement qui ne sera pas top. Donc, quand je vais arriver à un entretien d'embauche, je vais faire des choses qui sont pas top. Je vais parler pas correctement, je vais pas avoir les bons gestes, je n'aurai pas les bonnes réponses. Et si j'ai fait des actions qui n'étaient pas terribles, je vais avoir un résultat de mon environnement qui va être en adéquation. Qui va me dire, bah non, vous êtes nul. Ah bah. Et si on m'a dit que j'étais nul, bah ça conforte mes pensées. Ah bah, tu vois qu'en fin de compte, j'avais raison. Tu vois que en fin de compte, je suis nul. Donc là, évidemment, c'est dans le côté cercle vicieux. Mais ça marche heureusement dans le cercle vertueux. Alors le problème, c'est que c'est plus difficile. Et ça marche. Donc c'est déjà aussi un élément, on peut se dire que quand on travaille sur les croyances dans le côté positif, ça marche. Je ne dirais pas que c'est ça facile tout le temps, du jour au lendemain, mais ça marche. C'est-à-dire qu'on est en capacité, avec certaines techniques, de faire en sorte d'aller beaucoup mieux et d'aller dans un cercle vertueux.
Et quand on y rentre, après, en effet, on peut sortir de situations qui sont vraiment compliquées. Et donc, après l'interprétation de l'expérience, il va y avoir une modification de notre carte du monde, notre représentation du monde, de nos croyances et de nos valeurs. Alors, les valeurs, je ne l'ai pas dit, en gros, c'est ce qui est important pour soi dans la vie. C'est ni plus ni moins que ça. On peut y mettre les valeurs morales, hein, le fait d'aider les gens, etc. Mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment tout. Par exemple, le fait d'aimer de l'argent, d'aimer l'argent, ça peut être une valeur. Est-ce qu'elle est partagée par tous? Non. Voilà. Donc on a tous des valeurs qui ne seront pas forcément les mêmes. Et c'est pour ça que des fois on n'est pas d'accord avec son voisin. Hein. Pour ça. Donc la dynamique évolutive, suite à un traumatisme, ça vous a modifié vos croyances. À un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, peut-être que je suis faible, peut-être que je ne vaux pas le coup, peut-être que j'ai entendu parler de problèmes conjugaux. Peut-être que vous vous êtes dit, j'ai une mauvaise opinion de moi-même maintenant. Peut-être que c'est ma faute. Mais en fin de compte, ce n'est plus ni moins que des croyances. Est-ce que c'est la réalité? Non. Non. Il y a des croyances qui sont justifiées peut-être, mais généralement, face à un traumatisme, les croyances ne sont pas justifiées. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, ce qui se passe, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? C'est que, je vous disais, vous avez programmé des petits programmes dans votre cerveau avec des circuits neuronaux, qui fait que quand vous êtes face à une situation que vous avez déjà vécue, qui est similaire un petit peu au traumatisme, vous risquez, ou c'est quasiment sûr, d'avoir des réactions qui ne seront plus adaptées. Parce que vous avez en vous ce fameux filtre qui va dire « cette situation-là ne me convient pas ». Par exemple, je suis en hauteur, du coup j'ai peur. Je suis dans une foule, donc la situation, je suis dans la foule, dans mon cerveau c'est marqué « foule égale pas bon ». Réaction égale j'ai peur. Attaque de panique. Donc voilà, donc après ce que j'ai dit en dessous, ça je l'avais déjà dit, donc on ne va pas s'attarder. Et du coup, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait sans le vouloir, vous avez conditionné des réflexes. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins que Pavlov, hein, pour ceux qui connaissent l'expérience de Pavlov, qui était un scientifique, je sais plus, je me rappelle plus où il habitait, mais bon, c'est pas grave. Son expérience, c'est-à-dire qu'il avait fait une expérience avec des chiens et il avait mis des clochettes que je me rappelle. Que je dise pas de bêtises, c'est-à-dire qu'il y avait des clochettes qui sonnaient et que lorsque la clochette sonnait, le chien se prenait une décharge électrique, je crois. Du coup, ce qui s'était passé, c'est que les chiens, ils avaient associé la décharge électrique avec la sonnette. Et du coup, forcément, ils sursautaient. Ça, c'est normal. Mais c'était tellement bien ancré en eux que après Pavlov, ce qu'il faisait, c'est qu'il déclenchait simplement la clochette, sans mettre le coup de jus. Mais les chiens sursautaient quand même. Alors on se dit, mais pourquoi? C'est simplement qu'il y avait eu un réflexe conditionné qui a été programmé. Et ce que vous vivez dans certaines situations, c'est exactement ça. C'est comme si Pavlov vous avait programmé avec une clochette et un coup de jus. Donc d'un côté, il y a la réalité. Dans votre tête, il y a l'association de la clochette, ça veut dire qu'il va y avoir un coup de jus, donc du coup, je sursaute. Et vous allez avoir ce qu'on appelle une reviviscence multisensorielle. C'est-à-dire que tous vos sens, le fameux VACOG, c'est important parce qu'on en parlera beaucoup, vous allez revivre visuellement, de façon auditive, kinesthésique, olfactive, gustative, certains événements. Pas toujours, mais on va avoir une reviviscence qui est généralement multisensorielle. Et ça, c'est encore plus important dans le stress post-traumatique. Je parlais de reviviscence, là, c'est encore plus important. C'est que vraiment, les gens, ils ont vraiment l'impression d'y être. Ils revivent à 100%. Des fois, ils ont même, par exemple, pour les vétérans du Vietnam, par exemple, ils ont même l'odeur du sang qui revient. Et ça, évidemment, c'est pas forcément super. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça se passait, qu'on voyait maintenant qu'il y a des mécanismes qu'on connaît, qu'on a déterminés, on sait comment ça se passe. On sait comment ça programme des choses en vous qui sont désagréables. Et ce qui est bien, c'est que on va utiliser les mêmes choses pour déprogrammer ces petits programmes désagréables. Donc, ça veut dire qu'on a la possibilité de travailler. Et vous avez la possibilité de travailler sur ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'un thérapeute ou de moi. Évidemment, ça sera toujours mieux, ça sera toujours plus facile, mais vous avez la possibilité de le faire parce que ce sont des techniques qui sont accessibles à tous. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'il faut un peu de pratique. Il ne faut pas non plus croire que ça se fait de façon miraculeuse en une seconde, mais
c'est faisable. Et je peux vous dire qu'il y a des résultats qui sont vraiment spectaculaires et beaucoup plus rapides qu'on ne pense d'ailleurs. Donc l'idée, c'est quoi? Eh ben, c'est de casser la relation entre le fameux souvenir et la réaction émotionnelle que vous pouvez avoir. On parle de la réaction émotionnelle, la sensation et la pensée obsédante qu'il peut y avoir derrière. Et comment on va faire ça? Parce que maintenant, on va en parler plutôt solution, parce qu'on peut là, j'étais plutôt orienté problème. Eh ben, on va utiliser des mécanismes qui vont être simplement corporels. Par exemple, on peut appuyer sur certains endroits du corps. On peut utiliser certaines fonctions comme la respiration. Ça, c'est quelque chose qui marche excessivement bien. On peut utiliser des mécanismes comportementaux, donc de faire certaines actions d'une certaine façon pour changer justement ces petits programmes. On peut aussi avoir des approches plus cognitives, donc le fait de réfléchir sur certaines situations, et aussi énergétique. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles à certains mécanismes que d'autres. C'est pour ça que moi, mon approche, c'est plutôt de faire en sorte de vous donner toutes les possibilités avec les différentes techniques, que ce soit au niveau corporel, comportemental, cognitif et énergétique, pour qu'après vous disiez ah ok bon bah ça me plaît bien, ça me plaît pas parce que ça marche pas sur moi. Après il faut essayer, après de voir concrètement les choses qui marchent sur vous. Mais je préfère vous donner la boîte à outils complète, puis après de voir ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît derrière. Et du coup, quels périmètres d'action sont concrètement possibles par vous-même? Qu'est-ce que vous pourrez faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire et ce qui marche, hein? Je vous ai pas juste marqué ça pour faire du marketing, c'est pas du tout ça. C'est que vraiment, c'est vraiment le résumé de ce qu'on peut faire. C'est que vous avez des réactions corporelles qui sont désagréables, comme les manifestations je sais pas, au niveau de la cage thoracique comprimée, au niveau des fourmis, par exemple, le fait de ne pas pouvoir respirer correctement, le fait d'avoir la boule dans la gorge, ça, on va pouvoir le diminuer. Le rééquilibrage des réactions neurovégétatives, donc ça, c'est les réactions qui sont automatiques. Pareil, on va pouvoir vraiment les calmer. On va aussi déprogrammer les croyances toxiques. Vous voyez que les croyances, c'est quelque chose de vraiment important. Et on parle principalement là des croyances toxiques, donc celles qui ne nous intéressent pas. Eh bien, on va les déprogrammer. On va les déprogrammer avec un petit peu ce qu'on a vu là. On a différentes techniques qui sont possibles. Et c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme de l'apprentissage. Et ça va être presque du désapprentissage pour réapprendre plus correctement. On fera aussi de la désensibilisation à des stimuli qui sont particuliers. Par exemple, le fait de voir quelque chose je sais pas, une image, ou une personne, ou un objet, ou un endroit, clac, vous avez la sensation qui se manifeste. C'est le réflexe conditionné qui se manifeste. Ou même, vous avez le fait d'entendre vous avez un son, par exemple, je vais peut-être avoir l'air ridicule, mais c'est pas grave. Si je vous fais « Ah bah dites donc », vous avez reconnu, je pense, Bourvil. Et je pense que, bon, la plupart de vous, vous avez esquissé un mini sourire pour dire au moins, oui, j'ai compris, il est ridicule, mais ça me fait un petit peu sourire. Mais le fait d'imiter Bourvil, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un ancrage, parce que je pense qu'on l'a quasiment tous, c'est cet ancrage-là. D'ailleurs, il y avait la grande vadrouille qui était hier soir. Donc, il y a des ancrages qui sont auditifs. Et celui-là, je pense que c'est un ancrage qui marche toujours bien. Qu'est-ce que je disais avant? Donc, des sensibilisations à des stimuli qui sont particuliers, des activations de réactions qui sont réflexes. Pareil, hein, donc on fait en sorte que nos réactions qui étaient vraiment désagréables, on va les déprogrammer. Aussi, une chose qui est importante, c'est le réalignement entre les valeurs et les comportements. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses, agir sur des choses qui, en fin de compte, ne correspondent pas à ce qui est important pour soi. Et ça, c'est important de retravailler sur les valeurs. Alors, je sais que ça peut pas paraître forcément évident, et on le fait pas au départ. On le fait pas au départ parce que c'est pas évident de comprendre pourquoi on le fait au départ. Par contre, au bout d'un moment, on le fait et ça prend tout son sens. On se dit, ah ouais, si c'est important. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire qu'un exemple. Un exemple, c'est que si, par exemple, vous avez fait de la psychothérapie, enfin de la psychanalyse plutôt. La psychanalyse pour détecter un problème qu'il y avait en vous. Moi, je suis pas fan de la psychanalyse. Après, si vous l'avez fait, bon, bah, mais bon, moi, je suis pas fan. Moi, le problème, c'est que j'ai vu des personnes, des amis qui ont fait de la psychanalyse, donc en fin de compte, qui ont été chercher le problème qu'ils avaient en eux, qui était a priori qu'ils ne trouvaient pas, et à un moment donné, ils ont réussi à le trouver. Et ce qui s'est passé derrière, c'est ouais, super, j'ai découvert le problème que j'avais, donc généralement c'est un souvenir qui date de l'enfance.
Maintenant, j'en fais quoi? J'en fais quoi je connais, maintenant, je comprends, je connais la vérité, j'en fais quoi? Et ben là, vous pouvez ruiner des gens, la vie des gens en faisant ça. Parce que se retrouve avec une situation que le cerveau, malin le cerveau avait fait en sorte de supprimer ce souvenir-là, et là, on le remet au goût du jour. Et on fait quoi? On fait quoi après un souvenir qui date de 20 ans, avec la personne qui n'a plus de ressources? Quand je dis de ressources, c'est des ressources personnelles au niveau émotionnel, en elle, quoi. C'est pas forcément des ressources financières. Et ben, on peut dévasser une personne. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir concrètement, de retravailler sur les valeurs de la personne et de retrouver des ressources qui sont en relation avec ces valeurs. D'où la programmation de nouvelles ressources émotionnelles et aussi la déprogrammation des comportements d'évitement. Parce que vous ne l'avez peut-être pas vu sur les diapos, mais c'est qu'il y a aussi un problème d'évitement qui se met assez rapidement en place face à des comportements de stress. Ce qui est normal, hein. Quand on est face à de la foule, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Quand il y a un ascenseur, qu'on n'aime pas l'ascenseur, on monte l'escalier. C'est des situations d'évitement, mais qui nous polluent la vie. Donc ça, on peut reprogrammer, pas déprogrammer les comportements d'évitement. Alors après, la question qui se pose, c'est mais ouais, d'accord, comment c'est possible de réaliser ces actions par soi-même? Eh ben, là, on va lister vous allez voir, vous allez même tester, c'est qu'on a en nous des mécanismes qui sont juste extraordinaires. Enfin, j'ai pas d'autres mots parce que vraiment, le corps humain, enfin, c'est fascinant. On s'en rend pas compte, hein, quand on va aller tout ça, on nous apprend jamais tout ça. Et on devrait, hein. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on a des mécanismes qui sont juste géniaux. Déjà, le simple fait d'avoir la réaction FFF pour pouvoir se barrer ou se battre face à une situation de stress ou de danger, c'est notre survie. Ça, c'est un mécanisme qui est génial. Il n'est pas agréable à vivre, mais il est génial. Alors, par exemple, en fin de compte, le téléphone, ne voyez pas ça comme un produit, c'est juste une métaphore, hein. C'est juste pour se dire qu'en fin de compte, dans notre corps, on a plein d'applications. Je trouve ça assez marrant de faire l'amalgame entre les applications de téléphone portable et notre corps. Dans votre corps, vous avez en vous des petites applications que vous ne connaissez pas, et même que dans certains cas, c'est qu'en appuyant sur certains points, vous pouvez activer certaines applications. Alors par exemple, il y a certaines réactions automatiques du corps à certaines sollicitations, qui peuvent être mentales, comportementales ou physiques. Il y a les réflexes vagaux. Alors, les réflexes vagaux, par exemple, c'est quand vous avez un malaise vagal. Le malaise vagal, c'est quoi? C'est que vous tombez généralement dans les pommes quand vous avez vu du sang ou assimilé. Le malaise vagal, c'est un moyen extraordinaire. C'est quoi? Un malaise vagal, c'est ni plus ni moins que le cerveau c'est le disjoncteur principal qui dit oula, c'est comme s'il y avait un incendie sur la ligne de courant, je disjoncte le circuit. Donc là, c'est un mécanisme qui est génial. Et du coup, il y a des mécanismes, bon, enfin, au-delà de tomber dans les pommes, je vous rassure, c'est pas ça qu'on va faire, c'est qu'il y a des mécanismes qui sont automatiques par rapport à ça. Et qui qui sont basés sur le système vagal, donc le nerf vague. Parce que bon, les malaises vagaux sont liés au nerf vague. Ensuite, on verra juste derrière, la réciprocité entre les pensées, émotions, sensations, comportements. On verra que une pensée peut engendrer une émotion et une émotion peut engendrer une pensée et vice-versa. Et ça, alors des fois c'est chiant, mais si on l'utilise correctement, c'est pas mal. La programmation de réflexes conditionnés dans le bon sens. Donc on a vu que ça marchait dans le mauvais sens, mais ça marche dans le bon sens, évidemment. Ensuite, il y a aussi des petits points, c'est que par exemple, le cerveau ne comprend pas la négation. Je vous en dis pas plus, on le verra juste après. Et que le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, présent, futur, réel et imaginaire. Ce genre de petites choses-là, en utilisant certaines techniques, on peut aussi faire des choses qui sont incroyables. Donc ça peut vous paraître bizarre, ça peut vous paraître contre-intuitif, ce genre de choses-là, mais je vous garantis que c'est des choses qui fonctionnent et il faut le tester pour en être persuadé. Et justement, on va le faire. Par exemple, je vais vous demander de ne pas penser à une vache mauve. Ne pensez pas à une vache mauve. Et du coup, la question d'après, c'est à quoi vous pensez là? Donc là, vous pouvez l'écrire sur le chat. Donc je vous ai demandé de ne pas penser à une vache mauve. Et qu'est-ce que vous avez eu dans la tête? Yes. Et de voir Alors moi, j'ai pensé à la vache Cédric que tu me tout de dises suite. s'il y a des réponses qui apparaissent.
Oui, c'est systématique, ça. Voilà, exactement. Donc Cédric, je t'ai demandé de ne pas penser à une vache mauve, tu as pensé à une vache mauve, quoi. C'est ça. Donc tu n'as pas réussi à ne pas penser, quoi. Et est-ce qu'il y a des autres personnes qui ont... Parce que s'il y a des personnes qui n'ont pas réussi à penser... Alors pour l'instant, on n'a Du pas encore chapeau. les retours avec le petit décalage, mais ça ne Parce que saurait généralement, il tarder. n'y a personne qui est capable de le faire. Voilà. Ginette nous dit une vache mauve. C'est pas grave. Comme ça, on a fait une pub pour Milka gratuite. Nadine, le chocolat Milka. Alors, on va parler de... Du placement de Oui, produit. bah voilà. Donc, on va parler de Lindt, hein, parce que comme ça, on ne fera pas de... Il y a quoi d'autre? Il y a Lindt, il y a Commande Kinder. vache Voilà, mauve comme ça, on a ou fait les trois. chocolat Milka. Donc, on n'a pas fait de placement de produit. Donc du coup, mais en plus, c'est marrant parce que donc tout le monde pense à la vache mauve, mais en plus, la plupart des gens pensent à la vache Milka. Donc ça veut dire qu'en plus, vous êtes programmé par la publicité. Non plus. Hein. On en rigole, mais c'est pas anodin. Et voilà, bon, je pense qu'après, de toute façon, toutes les personnes répondront à la même chose. Après, c'était juste une petite entrée en matière. Ce que vous voyez à droite, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Alors la posture est vraiment importante. Enfin, non, la posture, on verra après. C'est quelqu'un, par exemple, et je pense que vous en connaissez des personnes, peut-être que c'est votre cas hein, d'ailleurs. Par exemple, les personnes qui sont hypochondriaques. Les personnes qui sont hypochondriaques, c'est des personnes qui ont peur d'être malades. Donc en fait, les personnes qui sont hypochondriaques ne veulent pas être malades. Et vont toujours chez le médecin, et généralement, on les appelle les malades imaginaires. Et il y a des personnes qui, je trouve plutôt les personnes âgées, mais bon, on va pas faire la caricature. Il y a des personnes que vous connaissez sûrement qui vous disent tout le temps quand vous la voyez, ah oui j'ai ça, ah oui j'ai ci, j'ai mal là, ah j'ai ce problème là, j'y arrive pas à marcher, etc. Ce qui est vrai. On ne met pas en cause ce qu'elle a la personne. Le problème qu'elle a, à mon sens, c'est qu'elle est toujours focalisée sur sa maladie. Pourtant elle dit, hein, oh j'en ai marre d'être malade. Ouais. Oh j'en ai marre d'être malade. Oui. Et la personne va vous dire ça tout le temps, 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 tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est qu'en fin de compte, elle se sabote elle-même. Parce que la négation, comme on l'a vu avec la vache mauve, eh ben, quand je dis je ne veux pas être malade, eh bien, le cerveau comprend je veux être malade. Donc, du coup, vous pouvez vous amuser si vous voulez, c'est pas une obligation. Vous pouvez le faire, pas maintenant, mais vous pouvez le faire demain, par exemple, ou après. Essayez de vous dire toute la journée je ne veux pas être malade, je ne veux pas être malade, je ne veux pas être malade. Toute la journée, je peux vous garantir qu'à la fin de la journée, vous n'allez pas vous sentir bien. C'est une certitude. Parce que vous aurez dit toute la journée, en gros, je veux être malade. Et la négation, le cerveau ne la comprendra pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'au lieu de dire je ne veux pas être malade, il faut dire je veux être en bonne santé. On ne dit pas ce qu'on veut éviter, on dit ce qu'on veut. Rien que ça, faites-le. Hein. Oublie la négation, même dans les questions, les questions interro-négatives. Tu n'as pas froid? Tu n'as pas faim? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Je ne supporte pas ces questions-là. Arrêtez les interro-négatifs, c'est insupportable. C'est même pour la personne qui est en face, on ne sait pas quoi répondre. C'est insupportable. Donc, évitez les négations et allez toujours vers ce que vous voulez. Et n'allez pas vers ce que vous ne voulez pas. Par exemple, vous ne voulez pas aller vers vos pensées noires, n'y pensez pas. Pensez à ce que vous voulez. C'est pour ça que les valeurs sont importantes. Les valeurs, c'est important pour vous. Il faut identifier ce qui est important pour vous pour pouvoir après y penser. Si vous ne les connaissez pas, vos valeurs, vous n'y penserez jamais. Et vous penserez toujours à ce qui est négatif. Donc pensez à ce que vous voulez et arrêtez de penser à ce que vous ne voulez pas. Je sais, c'est facile, mais déjà, oubliez les négations. Je peux vous garantir que déjà, ça va vous faire un pas qui sera considérable. Ensuite, je vous parlais de la réciprocité entre la posture et l'émotion. Et d'autres réciprocités, mais bon, on va faire celle-là. Amusez-vous, même là, vous pouvez le faire, amusez-vous à vous recroqueviller sur votre bureau, à vous fermer. Alors, le fait de vous fermer, c'est-à-dire que vous allez vous rapprocher les bras, vous abaisser, donc abaisser la tête, abaisser le corps, comme si vous étiez accablé, comme si vous étiez, c'était la fin du monde, c'est pas quoi faire. Et si vous mettez la même position que la personne qui est sur le dessin, que vous restez un moment, si vous étiez bien, il est peu, au bout de quelques minutes, puisque c'est assez rapide, que vous soyez moins bien.
Et ça, c'est systématique. Si vous voyez des personnes qui sont comme ça, c'est parce qu'elles vont pas bien, hein. Donc la première des choses, vous pouvez d'ailleurs vous pouvez aider des personnes, hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous aider vous, mais aussi une des choses qui est importante, c'est d'aider les autres personnes qui vivent la même chose. Ça, c'est un des axes qui est, pour moi, vraiment essentiel, parce que c'est le fait de transformer une force en faiblesse. Vous avez vécu quelque chose, de dramatique, de désagréable, et cetera, aidez les autres. Je dis pas que c'est facile, mais aider les autres parce que vous avez appris quelque chose. Ça a l'air con comme ça, hein, mais on regarde toutes les personnes qui écrivent des bouquins sur ce qu'elles ont vécu, aidez les autres et vous verrez que aussi ça ira mieux dans votre vie. Et c'est ce que j'ai fait, hein. C'est aussi bête que ça, hein. C'est que l'histoire de l'attaque de panique, c'est que je l'ai vécu, j'ai voulu aider les autres. J'en viens avec ma posture. La posture, c'est que ayez une posture qui est adaptée avec ce que vous voulez. Ne restez pas prostré comme ça. Si vous le faites, si vous avez l'impression que vous le faites trop souvent, soyez vigilant. Et systématiquement, vous redressez la tête, vous redressez le torse et vous devez être droit. Quand vous marchez, c'est pareil. Quand vous marchez dans la rue, ça m'arrive aussi à moi, hein, je vous rassure, je suis pas non plus, je suis pas un surhomme, hein. Des fois, je constate qu'en effet, je marche en baissant la tête. Redresser la tête et même regarder au-delà de l'horizon, parce que de toute façon, vous avez la tête qui va redescendre. Redressez la tête, remettez les épaules en arrière, dos bien droit. Au bout de quelques secondes, c'est bizarre, mais vous allez vous sentir mieux. Et c'est assez marrant, hein. C'est que c'est vraiment une réciprocité entre ces différentes choses, entre l'émotion, le comportement, tout ça, ça va se polluer mutuellement. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter le cercle vicieux et il faut attaquer sur un des éléments. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, en modifiant 2-3 petits éléments par-ci par-là, il y a des choses qui vont changer. C'est bizarre, mais ça a un impact. Par exemple, je vous donne un autre impact. Bon, celui-là, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, mais quand il fait beau, le soleil brille, vous vous sentez bien, généralement. Quand il fait gris, on sent moins bien. Comment simplement un soleil peut changer notre humeur? Bah parce que ça a un rapport, on est lié avec le soleil, on sent bien quand il y a du soleil. Donc des fois, des petits détails comme ça peuvent provoquer un changement d'humeur. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience pour pouvoir avancer. Et enfin, petite chose aussi qui est assez étonnante, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le futur et le réel imaginaire. Alors, le passé, le futur, c'est que le futur, quand on pense à un événement qui est dans un futur, plus ou moins proche, je pense qu'on est tous passés par là, que ce soit des examens, le bac, le permis de conduire, ou même d'aller faire une prise de sang ou des choses comme ça, généralement, on angoisse. Pas tout le monde, il y en a qui y vont la fleur au fusil, mais on angoisse. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que l'événement, il est dans le futur. Comment un événement qui n'est pas encore passé peut nous provoquer un sentiment désagréable dans le présent? C'est pas possible, logiquement. Enfin, c'est pas possible. Parce que dans le présent, il se passe rien de spécial. Comment le futur peut nous provoquer des émotions? Bon, évidemment, on le sait, c'est parce qu'on anticipe les choses. Donc on anticipe d'un point de vue négatif. Donc ça, bah, ça se travaille, il y a une technique pour ça. Donc ça veut dire qu'en effet, le cerveau ne fait pas la distinction entre le passé et le futur. Pareil pour ce qui est un événement qui est passé. Alors là, j'ai mis l'exemple du 11 septembre 2001, que tout le monde connaît. Bon, plus le temps avance, c'est moins c'est un impact émotionnel, hein, évidemment, heureusement. Mais quand on y repense, moi, quand je revois les images comment ça s'appelle, d'archives, quand ils repassent des reportages là-dessus, j'ai quand même des sensations qui sont désagréables, hein. Toujours cette petite peur de me dire à cet instant-là, le jour où ça s'est passé, moi j'étais à Paris à ce moment-là, je peux vous garantir enfin, s'il y a des gens qui habitent à Paris, le 11 septembre 2001, on ne sait pas ce qui allait se passer, hein. C'est-à-dire que moi je suis parti du bureau, il était 16h30 parce que plus personne n'était là. Je suis parti, je suis dans le métro. Dans le métro, on se regardait, on avait l'impression qu'on allait tous y passer. Bon, après, c'est sûr que bon, c'est après qu'il s'est rien passé, mais à Paris, et que moi j'ai eu droit quand même à un attentat à la bombe dans le métro. J'ai eu un rendez-vous dans les tours de la Défense. Les tours de la Défense, il n'y avait plus personne qui voulait y aller. Je pouvais en dire que c'était pas la joie. Donc du coup, il reste encore des petites sensations par rapport à ça. Donc le passé peut, en effet, comme vous pouvez vivre,
nous angoisser alors que c'est un événement qui est terminé. Donc c'est aussi bizarre. Et on terminera sur le fait de là, vous allez imaginer de croquer dans un morceau de citron. Alors là, vous imaginez, vous avez un bon gros morceau de citron bien juteux que vous avez coupé et que vous allez vous mettre dans la bouche complètement. Et vous allez me dire dans le chat ce que ça vous fait. Imaginez d'avoir un bon gros morceau de citron bien acide. Et de marquer dans le chat. Et je laisse Cédric, pareil, avec le temps de décalage, de Quelques petites laisser venir vos réponses. petites réponses, que j'imagine de toute façon. Alors tiens, on a un petit quelque chose justement de Céline sur la posture, justement, qui dit quand je force ma posture, c'est-à-dire que voilà, j'essaye de me redresser par exemple, pour éviter d'être recroquevillé sur Ouais. moi-même, hormis de sentir les tensions corporelles, les courbatures, les choses comme ça, je trouve qu'il n'y a pas d'impact Ouais. positif sur l'état d'esprit Ouais. triste ou angoissé. C'est qu'après, après, tout ne marche pas sur tout le monde non plus. Hein. C'est que c'est pour ça que moi, mon approche, c'est vraiment de donner le maximum d'outils aux personnes et de faire en sorte que pour une personne, si ça ne fonctionne pas, il doit y avoir forcément quelque chose qui fonctionne. Parce que si la posture ne fonctionne pas là, bah ouais, je dis bah ouais, c'est possible, c'est possible. Peut-être qu'il y a peut-être pour vous un autre élément clé qui va faire que vous vous sentirez mieux. Parce que vous parlez de comment dire de l'état d'esprit. Peut-être que l'état d'esprit, il va falloir travailler sur des choses qui seront peut-être un peu plus profondes. Parce qu'en effet, ben, le fait de vous redresser, vous allez vous dire bah ouais, je me redresse et alors quoi. Mais par contre, j'ai toujours cette petite chose qui est dans mon esprit. Donc là, ça va peut être intéressant de travailler avec une autre technique pour voir ce qu'il y a derrière, si besoin, ou alors il y a peut-être des techniques qui vont permettre d'atténuer ce petit message, ce petit discours intérieur. J'imagine, hein, je sais pas exactement, mais j'imagine que c'est peut-être un discours intérieur qui est toujours présent, cette petite voix. Donc après, il y a peut-être aussi des choses et techniques pour amoindrir ou enlever ça, quoi. En effet, peut-être qu'il y a certaines techniques qui ne marchent pas avec tout le monde. Ça, c'est normal, ça. Mais par contre, il y a toujours, je pense, c'est toujours au moins Ça, une c'est technique trouver qui en fait marche. ce qui nous Ouais. correspond vraiment. Parce que vu le nombre de techniques qui existent. Alors on a des petits retours, on a Josiane qui nous dit je salive et Ginette qui nous dit je grimace. Par exemple. Voilà, bah oui, de toute façon, c'est toujours les mêmes réponses. Mais ce qui montre bien, c'est que l'imagination a un impact. Alors, l'imagination négative fonctionne très bien. Ça, on le sait tous. Hein. C'est-à-dire qu'on imagine des choses qui sont négatives. Ça marche à 100%. Hein. Voilà, il n'y a aucun problème. Par contre, l'imagination positive marche. Elle demande un petit peu plus de travail. Parce que ça, c'est une bizarrerie de l'être humain, ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est que l'humain est plus sensible à ce qui ne marche pas qu'à ce qui marche. Je sais pas si c'est parce que il doit y avoir une histoire, à mon avis, qui date de la nuit des temps, hein, j'imagine, que justement on est comment dire, le fait de perdre quelque chose, de toute façon, je pense que tout le monde, quand on perd quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être si on perd un peu d'argent, si on perd un objet, si on perd, bon, évidemment, un emploi, évidemment, mais si on perd quelque chose qu'on avait, si on se le fait voler, on n'est pas content. On n'est vraiment pas content. Par contre, si on récupère quelque chose, si on s'achète un objet, etc., eh bien, bizarrement, on sera moins heureux que le fait d'être malheureux quand on avait perdu la chose. Et ça marche aussi pareil que les marques d'attention. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur la communication interpersonnelle. Les marques d'attention, c'est quand vous faites des marques d'attention aux gens, quand vous leur dites merci, bonjour, tiens, t'es sympa, t'es quelqu'un de bien, bravo pour ce que tu as fait, etc. Ce qu'on appelle les marques d'attention ou les signes de reconnaissance, qui peuvent être conditionnels ou inconditionnels. Conditionnel, c'est que c'est lié à une condition, c'est-à-dire que tiens, Michel, t'as fait un super boulot. Ok, donc là c'est une marque d'attention positive conditionnelle, c'est lié au fait qu'il ait fait un bon boulot. Michel, t'es quelqu'un de bien. Ça veut dire que là, on a fait une marque d'attention qui était positive, inconditionnelle, donc qui est liée à rien, donc qui est juste liée à la personne. Donc ça, généralement, bon, on apprécie. Après, il y a des négatives. Michel, ton boulot est nul. Ah bah c'est pas sympa ça. Bon, bah, en effet, on le prend. Bah, oui. Ok. Par contre, si on dit Michel, t'es vraiment quelqu'un je sais pas être désagréable. Je vais pas dire. Bon, qu'est-ce que je peux dire sans être vulgaire.
Michel, t'es le pire humain qui a existé sur Terre, par exemple. Et ben là, ça va être vraiment difficile. C'est vraiment difficile et on va vraiment très mal le prendre. Et on va prendre le négatif beaucoup plus à cœur que le positif, même s'il est conditionnel. Donc c'est une bizarrerie qui est dans l'être humain, mais c'est important aussi d'en avoir conscience. Donc voilà, et après, on va faire aussi un petit exercice sur un outil qui est la dissociation. Alors, ça marche bien. Après, peut-être qu'encore une fois, ça marche pas avec tout le monde, mais ça, c'est quelque chose qui est utilisé dans certains cas. Alors, la dissociation, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on est dans une situation donnée, c'est ce qu'on appelle les positions de perception en PNL, c'est que soit on est associé, donc on est vraiment dans la situation, on est acteur de la situation, soit on peut être le spectateur, c'est-à-dire qu'on voit la scène, soit on se met à la place de l'autre, si on est avec une interaction avec une personne. Par exemple, si une personne, enfin, il y a deux personnes qui se sont embrouillées, par exemple, c'est toujours intéressant de dire à une des deux personnes, de dire, bah tiens, mets-toi à la place de l'autre. Essaie de comprendre pourquoi l'autre personne n'a pas apprécié ce que tu as dit. Et bien, simplement en faisant ça, donc on change de position de perception, bah, la personne va se dire, ah ouais, c'est vrai qu'en me mettant comme ça, mettant à sa place, ouais, je comprends mieux les choses. Donc les positions de perception sont un outil qui peut être vraiment intéressant, quoi. Et du coup, là, dans ce cadre-là, on peut faire comme si on prenait du recul. Donc là, vous allez par exemple vous rappeler une situation désagréable que vous aviez vécue, où vous auriez préféré être ailleurs, mais je vous le dis tout de suite, pas un souvenir trop difficile, hein. Prenez quelque chose d'assez léger, hein. Un souvenir léger, comme par exemple, je sais pas, si engueuler avec votre patron, ou vous étiez, je sais pas, vous avez passé le bac, ou je sais pas, enfin un événement qui est désagréable, peut-être, mais pas dramatique. Donc vous essayez de trouver une situation comme ça. Je vous laisse le temps de retrouver cette situation-là. Quand vous l'avez identifié, vous allez vous rappeler. Donc là, du coup, vous allez rester associé avec cette situation-là. Donc vous allez vraiment vous ressentir comme si vous étiez en plein dedans. Donc vous allez voir ce qu'il y avait autour de vous. Donc vous allez vous rappeler des personnes, s'il y avait des personnes autour de vous. Vous allez vous rappeler est-ce qu'il y avait des meubles autour de vous? Est-ce que vous étiez dans une salle? Est-ce qu'il y avait des meubles? S'il y avait des meubles, de quelle couleur ils étaient? Si vous êtes dans une salle, est-ce qu'il y avait des murs d'une certaine couleur? Si vous étiez dehors, est-ce qu'il y avait je sais pas, du mobilier urbain, des arbres, des bâtiments? Est-ce qu'il y avait des sons particuliers dans cette situation-là? Donc vous voyez, je fais un petit peu le VACOG, hein, comme j'avais fait depuis le début. Donc voilà, donc là donc du coup, vous avez un ressenti normalement, parce que là, en fait, je vous fais une évocation multisensorielle. Vous avez une sensation qui est désagréable normalement. Donc là, maintenant, hop, on ressort de la situation et vous allez devenir spectateur. Vous étiez l'acteur, vous allez devenir spectateur. C'est-à-dire que la scène, vous allez la déposer mentalement. Alors c'est un petit exercice, qu'on sait tous faire, hein, mais pas forcément évident pour tout le monde. C'est-à-dire que vous allez sortir de la scène comme si c'était un hologramme, et la scène, vous allez la déposer, hop, à vos pieds. Donc je répète, donc vous sortez de la scène avec les différents éléments visuels, auditifs, et vous allez la poser à vos pieds, comme si c'était un hologramme en 3D. Et donc vous la voyez du dessus, par exemple. Donc vous n'êtes plus dans la scène. Donc vous voyez la scène du dessus. Mais vous n'êtes plus dans la scène, mais vous vous voyez quand même dedans. Ça, c'est important. Vous voyez toujours dedans, mais vous n'êtes plus vous dedans. Et vous allez, cet hologramme-là, vous allez vous amuser à l'éloigner de vous. Donc cet hologramme-là, vous allez l'éloigner, par exemple, on va l'éloigner à 1 mètre de vous. On va faire assez proche encore. Vous l'éloignez à 1 mètre, donc je vous laisse faire cet petit exercice d'imagerie mentale. Et simplement, déjà, on a fait cette chose-là. Vous allez me marquer sur le chat. Est-ce qu'il y a une différence de sensation entre maintenant, avec le fait de l'avoir mis à 1 mètre, cette situation-là, et le fait que vous étiez dedans? Est-ce que la sensation désagréable a changé? Donc, je laisse pareil le temps pour vous de le faire, et Cédric me donnera les réponses avec le petit laps de temps. Pendant ce temps, je bois un petit coup. Alors, il n'y a pas encore les retours qu'il y a.
Alors, Libération voici on en est dans les émotionnelle, nous dit réponses. Safa. D'accord. D'accord. Bah déjà, ouais, bon, vas-y. D'accord. Donc le simple fait de mettre à 1 mètre, déjà, c'est assez conséquent, quoi. Ok. S'il y a d'autres personnes qui ressentent une différence en ayant éloigné Alors, l'hologramme Lucette nous dit, je ne de suis la plus mal à situation. l'aise. Et Ginette, oui, et c'est l'autre moi qui regarde le désagréable. D'accord, ok. Ok, bah très bien. Eh ben, on va pouvoir continuer les choses. C'est que maintenant que vous l'avez mis à 1 mètre, eh ben maintenant vous pouvez l'éloigner. Donc vous prenez l'hologramme tel que vous l'aviez laissé, et maintenant on va le mettre à 10 mètres. Comme ça, il va tranquillement. Hop. Donc forcément, si on l'éloigne de 10 mètres, bah, forcément il devient plus petit. L'hologramme il diminue. Et pareil, je vous repose la question, qu'est-ce que ça fait maintenant de voir cette situation-là à 10 mètres en ayant éloigné ce que vous avez vu, entendu et ressenti. Enfin, d'ailleurs, je fais une parenthèse. Hein, ce que vous voyez, c'est qu'en plus, je ne vous ai pas de poser de questions sur le contenu. Hein. C'est-à-dire que moi, ce qui s'est passé concrètement, à ce moment-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse juste, c'est qu'on est vraiment sur on n'est pas sur du contenu, on est sur le contenant. Donc, ce qui me montre que, en plus, c'est que pour me faire de l'accompagnement, enfin, dans certains cas, l'accompagnement personnel, c'est qu'on n'est même pas obligé d'aller sur des choses qui sont trop personnelles. Donc ça aussi, c'est pas mal, parce que il y a des choses, des fois, qu'on n'a pas envie de dire, et c'est normal, hein, c'est des choses qui sont trop personnelles. On n'a pas envie de dévoiler des choses qui sont trop perso. Donc ça, c'est aussi, je dirais, un avantage justement pour faire de l'accompagnement de personnes sans rentrer dans l'intimité trop profonde des gens. Donc du coup, est-ce que à 10 mètres, il y a encore Lucette nous des dit, je ne changements suis plus concerné. qui sont déroulés en ayant... D'accord, carrément. Ah bah super, hein. 10 mètres. Bon, bah ma foi, plus concerné, bah c'est là on est au top là pour ça. Bah très bien. Ah bah alors après, bon, ouais, on va quand même le faire, mais c'est que bon, je pense que pour cette personne-là, bon bah du coup ça servira plus à rien parce que elle est plus concernée. Après, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est carrément l'envoyer l'hologramme, l'envoyer comme si vous l'envoyiez en plus il fait nuit là, l'envoyer dans le ciel. Si vous voyez par exemple le ciel de chez vous. Enfin, à la limite, c'est pas grave si vous ne le voyez pas, mais de faire comme si vous envoyiez la situation dans le ciel, comme si ça devenait une petite étoile. Donc de l'envoyer, de la faire monter dans le ciel tranquillement comme une petite fusée. Vous la faites monter, hop, et puis après, en même temps qu'elle monte, elle devient plus petite, elle devient juste un petit point brillant. Et après, ce qui signifie que vous l'envoyez, allez, on va être sympa, on va l'envoyer à 300 000 km. Allez, soyons fous. Enfin, 300 000 km, 1 million, bah, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez la faire changer de galaxie, vous avez le droit aussi. C'est nos limites. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, et c'est ça qui est bien avec l'imagerie mentale. C'est que c'est vous qui décidez. En même temps que vous faites ça, c'est que comme ça, l'importance de ce genre d'exercice, quoi. C'est que c'est rien. Vous voyez, on a fait ça quoi, en quelques minutes. C'est rien, quoi. On a eu besoin de rien, aucun matériel, aucune substance illicite. Et c'est que vous êtes capable de le faire. Donc, imaginez après, sur d'autres techniques, ce que vous pourriez encore faire. Mais c'est vrai que cet petit exercice d'imagerie mentale, ça montre à quel point on a des capacités déjà en nous qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est, encore une fois, j'aimerais bien qu'on puisse l'apprendre au lycée, au collège ou au lycée. Parce que ça nous permettrait quand même d'être beaucoup plus outillés pour la vie de tous les jours. Et en plus, il n'y a rien d'ésotérique, on n'est pas dans comment dire, on a des choses un petit peu fumeuses, c'est qu'on est vraiment dans des choses qui sont concrètes et qui marchent, quoi. Ce qui est important, quoi. Et donc, Ah à ouais. 300 000 km, la Il y situation, a elle Lucette est... qui nous dit, je ne Les vois mecs plus sont partis ou pas? rien. Sa face, ça me paraît Vous avez envoyé des situations ça me paraît dans loin et l'espace? petit. On a Karen qui nous dit, ce n'est pas évident de le laisser loin, il revient assez vite. Ah, en certains cas, ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais bon, déjà, Karine, c'est que déjà, vous avez
vous avez déjà réussi à le faire, donc ça montre que vous pouvez le faire. Après, peut-être qu'il faut retravailler, peut-être il faut pratiquer plusieurs fois. Pour certaines personnes, ça demande un peu de temps. Ça me choque pas. Ça me choque pas. Après, peut-être qu'il faut changer de technique, mais bon. Après aussi, on peut travailler sur la cause, à la cause du problème. C'est que, enfin, j'en parlerai justement juste après. C'est qu'après, on a plusieurs axes justement de travail après, quand on veut traiter des souvenirs difficiles. Enfin, plus ou moins difficiles. Ok, bah je pense qu'on a, bon, c'est bien, je pense qu'on a eu enfin, moi, les réponses qui m'intéressaient. Donc voilà. Donc après, c'est que maintenant, quand on parle maintenant des choses, deux, trois petites choses, c'est que pour vous montrer que il y a des choses que vous avez capacité de faire, de réaliser. On a vu des choses que le cerveau humain pouvait faire, qui sont vraiment, enfin, encore une fois, moi je dis vraiment qu'ils sont vraiment extraordinaires, qui sont simples à faire. Moi, ma philosophie après, donc pour justement le produit 1, 2, 3, 4 traumatisme, c'est que j'ai eu envie de travailler sur différents axes. C'est-à-dire que on peut travailler sur les effets ou sur les causes. Alors sur les effets, par exemple, bah, c'est les troubles anxieux que vous pouvez avoir maintenant. Et pour moi, c'est la priorité. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va travailler sur les causes? Au départ, non. Pourquoi? Parce que généralement, vous êtes dans une situation de stress. On a parlé d'agoraphobie, d'attaque de panique, etc. C'est comme, en gros, c'est comme si vous arriviez en urgence. On va plutôt s'intéresser à faire de la médecine d'urgence plutôt que de faire de la médecine de fond. C'est un peu ça. Même si je le rappelle, je suis pas médecin. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de travailler tout de suite sur les effets, avec des actions qui sont curatives, donc d'atténuer sur ce qui est ressenti actuellement. Comme ça, c'est un peu comme l'idée des médicaments, hein, c'est de faire en sorte justement d'atténuer un petit peu le ressenti tout de suite. Ensuite, deuxième axe, c'est de travailler sur le passé présent et le futur. Donc si on travaille sur le passé présent, c'est des actions curatives. Si on travaille sur le futur, c'est des actions de secours au niveau des effets. C'est-à-dire que vous savez pertinemment, c'est que si ça va bien aujourd'hui, peut-être que ça n'ira pas forcément super bien demain. Et vous avez, enfin, comme moi, vous avez envie, je pense, d'avoir des actions, des techniques pour faire en sorte, c'est comme un extincteur, d'éteindre le feu si jamais vous avez une crise de panique ou une crise d'angoisse. Donc, du coup, là, je pense que c'est important que vous ayez en stock une batterie d'outils, de techniques pour dire, OK, avec ça, j'ai quelques techniques, je peux sortir dehors et je sais que j'irai bien, j'irai mieux. Ça demandera un certain travail, je ne vous le cache pas, hein, vous-même, mais ça vous permettra de vous sentir beaucoup plus en confiance vous-même et d'être autonome, indépendant. Encore une fois, c'est mon objectif premier, c'est que vous soyez autonome et ne dépendre de personne. Une fois que vous avez ça, logiquement, on va dire que vous êtes stabilisé. Après, ça va dépendre évidemment de chaque personne. Et à partir de là, j'estime qu'on est OK pour commencer à travailler sur les causes. S'il y a besoin, c'est-à-dire qu'il y a certaines causes qui paraissent évidentes, que vous connaissez. Donc ces causes-là, on peut les traiter. C'est-à-dire que vous les connaissez, ok, super, vous savez que par exemple, vous avez peur de voir certaines situations, de voir l'ascenseur, de voir la foule, etc. Vous les connaissez, ok, on peut traiter les causes connues. Donc là, pareil, encore une fois, une batterie de techniques. Et aussi, il y a un élément qui est important, c'est de travailler dans le futur pour les causes. C'est-à-dire que là, on est sur des actions préventives. Je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque vous avez identifié des causes, hein, vous vous rappelez ce que j'avais dit sur la psychanalyse, c'est qu'après, si vous n'avez pas été préparé sur la suite, vous avez trouvé le problème, bah, c'est bien, mais vous allez vous retrouver en short. Parce que bah, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus forcément confiance en vous, vous vous retrouvez avec un problème que vous n'avez pas forcément, vous ne savez pas comment gérer, et vous manquez peut-être de ressources personnelles émotionnelles. Et bien là, on va travailler sur les actions préventives pour préparer votre futur. Quand je dis vous, c'est vous qui allez travailler sur votre futur. Et ça, c'est vraiment important parce que ça peut paraître, c'est pour ça que ça arrive en quatrième partie, parce que c'est important. Après, d'un point de vue concret, alors je sais pas, Oui, tu peux en parler un tout petit peu, et puis après, vous pouvez déjà aussi voir juste au-dessus du chat en cliquant, ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay, le détail un petit peu plus précis aussi
de ce que nous allons voir. Alors, du coup, ce produit de formation, alors, je sais pas comment l'appeler, mais bon, cette formation, je l'ai structuré donc comme son nom l'indique, en quatre niveaux. Donc, il va reprendre la structure que vous avez juste avant. Un petit peu différemment, mais bon, vous allez voir. Donc, le niveau 1, les actions sur les troubles anxieux liés à un traumatisme. Donc là, on va s'intéresser justement c'était la partie, tu remontes, c'est donc ça sera les actions curatives. Donc dans le module 1, on va avoir les actions curatives pour atténuer par soi-même les troubles anxieux. Alors là, je lis parce que sinon ça va être, je les connais pas par cœur. Donc diminuer le terrain anxieux en éliminant les tensions musculaires inconscientes. Ça peut-être que ça vous parle pas, mais pour moi c'est la priorité, quoi. C'est que c'est une technique qui marche, qui est automatique, en plus qui est scientifique, et ça va permettre véritablement de calmer les choses, quoi. Ensuite, déclencher, installer le calme intérieur. On verra une technique pour se relaxer, se détendre la zone du plexus solaire et calmer les sensations désagréables qui s'y manifestent, se vider l'esprit des tracas du moment. Donc déjà, avec ces techniques-là, on stabilise les choses. Ça demandera évidemment, il faudra utiliser les techniques plusieurs jours de suite pour les apprendre, parce que ça demande un petit peu d'apprentissage. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez des supports audio avec. C'est-à-dire que pour la plupart des techniques dans ce module-là, vous avez un MP3 qui vous accompagne pendant, ça dépend des techniques, mais qui vous accompagne pendant 20-25 minutes par exemple, et je vous guide avec ma voix sur comment le faire. Du coup, vous avez tout le descriptif, avec tout exactement ce qu'il faut faire de A à Z, plus l'accompagnement en audio. Ça vous permettra quand même, comme ça, d'apprendre les choses, et après, le MP3, vous n'aurez plus besoin derrière. Mais comme ça vous permettra d'apprendre assez facilement les techniques. Une fois qu'on a vu les actions curatives, on verra les actions de secours pour désamorcer par soi-même les malaises. Donc vous verrez la technique complète pour désamorcer une attaque de panique. Alors vous verrez, ça c'est en différentes phases. Parce que après, bon, je vais pas parler d'autres techniques, peut-être que vous connaissez, puis je vais pas non plus dénigrer les autres. Pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir une technique qui soit pas trop violente. Parce qu'il y a des techniques qui sont, je trouve, un peu trop radicales, quoi. Donc, pour moi, j'ai essayé de faire par étapes pour faire en sorte vraiment d'accepter les choses. Je dis pas que c'est forcément simple, mais ça permet d'y arriver et d'avoir le fameux déclic. Parce que vous verrez, quand vous verrez les choses, il y a un petit déclic à avoir une fois qu'on l'a fait, on s'est dit, ok, j'y vais. Après, c'est terminé, quoi. C'est terminé. C'est comme le Père Noël, vous n'y croyez plus, quoi. Après, on verra les techniques pour gérer une crise d'hyperventilation, de spasmophilie, tétanie. Je regroupe les trois là dans le même sac parce que bon, c'est plus ou moins la même chose. Donc, je détaille les choses dedans pour expliquer de quoi on parle. Mais je pense que si vous avez vécu des crises de panique, vous avez, à mon avis, fait de l'hyperventilation, de la spasmophilie, de la tétanie. Donc ça, c'est chiant, vous avez les fameuses fourmis, l'impression de plus respirer, etc. Donc vous verrez des techniques pour éliminer ça. Ensuite, on verra des techniques aussi, si vous avez été traumatisé, vous avez logiquement, on a vu d'ailleurs dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, des flashbacks qui reviennent assez fréquemment. Ça peut être des images, des sensations, etc. On verra des techniques simples justement pour essayer d'éliminer ces flashbacks qui reviennent, pour faire en sorte de les court-circuiter, de les atomiser, de les déprogrammer. Et aussi quelque chose qui est important, qui va peut-être pas forcément intéresser tout le monde, mais qui permettra de ralentir un cœur qui bat trop vite. Généralement, si vous avez une attaque de panique, le cœur bat vite parce que, comme vous le savez maintenant, vous voulez normalement vous enfuir, vous battre, voilà. Et le cœur, il se met à battre rapidement pour alimenter les muscles en oxygène. Le problème, c'est que quand le cœur bat trop vite, on a souvent l'impression qu'on va avoir une crise cardiaque. Ce qui n'est pas le cas, hein, je vous le dis tout de suite, parce que s'il y a des personnes qui ont peur d'avoir une crise cardiaque avec une attaque de panique, ça marche pas. C'est vraiment, la crise cardiaque, c'est vraiment si vous avez une pathologie qui est sous-jacente qui n'a pas été détectée. Sinon, l'attaque de panique ne provoque pas d'attaque cardiaque. Donc rien que ça, déjà, ça vous fait gagner la soirée, je pense. Ensuite, le niveau 2. Une fois qu'on a vu tout ça, on va s'intéresser aux causes. Alors les causes du traumatisme,
Alors, quand je dis les causes, ça va vraiment être les causes connues. Parce qu'on verra dans le niveau 3 et 4, là, on sera dans un niveau beaucoup plus élevé. Le module 3, on verra les actions correctives pour programmer la relation avec le souvenir traumatique. Donc, on verra le modèle pour mettre en mots et démystifier une expérience traumatisante. Et qu'après, on pourra, et qu'on pourra travailler dessus. On pourra modifier la perception d'un souvenir traumatisant. Vous voyez, hein, modifier la perception. Ça doit faire tilt maintenant. Modifier la perception d'un souvenir traumatisant. Donc déjà, vous avez vu tout à l'heure les positions de perception. Bah, on ira beaucoup plus loin avec ça. On verra la transformation de sa relation entre le souvenir et la relation émotionnelle. Donc, vous savez maintenant que c'est le réflexe conditionné qu'on va casser. Enfin, la déprogrammation d'un stress qui se déclenche automatiquement à la vue de quelque chose qui ou quand un souvenir désagréable revient souvent à l'esprit. Alors ça, c'est par exemple, vous voyez quelque chose, vous avez une image qui revient, forcément, ça déclenche un stress. Donc ça, on pourra le désactiver. Ensuite, on verra, au niveau cognitif, des techniques de rationalisation des peurs et convictions malsaines générées par le traumatisme. Parce que c'est vrai qu'on a vu, on a eu des pensées négatives à la suite du traumatisme, ce qui n'est pas systématique, mais c'est possible. Donc après, on se dit, bah tiens, j'imagine que maintenant, à chaque fois que je vais monter dans un ascenseur, il va rester bloqué. Ou alors, quand je vais aller dans une voiture, il va aller s'écrouler, je sais pas, au fond du ravin. Donc ce sont des croyances qu'il va falloir désactiver. Module 4, on verra des actions préventives orientées sur la préparation d'un futur idéal. Et alors, comme je dis, ça c'est un module qui est particulier. Ça peut paraître bizarre, un peu bizarre, mais je vous garantis, en termes de développement personnel en coaching, c'est un des axes les plus importants. Donc on fera de la programmation du futur soit idéal. Vous verrez, il y aura de l'imagerie, pas mal d'imagerie, mais ça a un sens, hein, c'est un sens et c'est pas juste comment dire, c'est pas fumeux. Hein. C'est-à-dire que vraiment, le fait d'avoir fait ces exercices, après, ça vous reste à vie. Parce que moi, quand je l'avais fait la première fois, parce que ça, je l'ai pas inventé, hein, quand je l'ai fait la première fois, les images que j'avais à l'époque, elles sont toujours dans ma tête. Hein. Ensuite, la préparation émotionnelle à de nouvelles situations stressantes. Par exemple, si vous avez quelque chose à faire qui vous stresse, eh bien, il y aura une technique tout à fait adaptée pour vous préparer par rapport à ça. Et vous irez normalement les mains dans les poches. Ensuite, c'est structuré de la façon où on part en gros du rêve, et après on arrive vraiment sur un plan d'action. C'est qu'après on verra toutes les étapes de création d'objectifs de vie puissants et vraiment porteurs. Donc après il y a plusieurs questions à se poser pour éviter de se manger un mur. Vous savez, c'est que des fois on se dit, bah tiens, vous savez les fameuses jours de l'an, ah bah tiens, j'arrête de fumer ou je vais courir. Puis généralement on le fait jamais. Là on va faire vraiment créer des objectifs qui sont vraiment, ils sont efficaces et pas juste des vœux en l'air. Et après, une fois qu'on a fait ça, c'est apprendre à se lancer des défis en sécurité pour dépasser certaines peurs qu'on peut avoir. Parce qu'à un moment donné, bah, il faut rentrer dans la situation. Mais par contre, on le fait en toute sécurité. Et il y a des étapes et vous avez une technique ultra simple qui est, par exemple, pour le vertige. Bah, moi, je l'avais créé pour le vertige à la base, celle-là. Mais avec ça, normalement, le vertige, il est dégagé avec cette technique-là. Module 5, on fait une synthèse de ce qu'on a vu sur les deux modules, enfin dans les deux niveaux. On parlera de la construction du plan d'action personnalisé, parce qu'en fin de compte, vous aurez beaucoup de techniques, et toutes ne vous serviront peut-être pas. Et après, c'est bien de construire en gros sa propre ordonnance. On verra aussi un outil d'identification rapide de la partie de soi à consolider en priorité. Peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, mais vous verrez que du coup, vous saurez à quel niveau, c'est compliqué à expliquer, c'est que, par exemple, vos comportements, est-ce que c'est la priorité à modifier? Peut-être pas. Peut-être que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et après, on verra aussi, petite chose que je trouve intéressante, qui est le langage hypnotique pour l'accompagnement. Pourquoi vous sensibilisez à ça? Parce que je trouve intéressant d'avoir une petite notion sur la façon d'avoir un langage hypnotique. Parce que, je vous l'ai dit, hein, c'est que le fait d'aider les autres, eh ben, ça va faire partie de votre thérapie. Je dis pas que c'est une obligation, hein. C'est juste vous donner une piste, parce que franchement, pour moi, je trouve que c'est bien d'aider les autres. C'est vraiment important de se sentir utile. Après, le niveau 3. Alors, le niveau 3 et niveau 4, on sera sur la même technique. Et là, on va arriver sur quelque chose qui va être encore plus, plus efficace. On va arriver sur des techniques qui seront,
je ne vais pas dire, enfin, professionnalisante façon de parler, mais les niveaux 3 et 4, les deux, enfin, ensemble, c'est que vraiment, on est sur l'utilisation presque professionnelle de la technique. Enfin, en gros, il y a tout, hein, il y a absolument tout. C'est-à-dire qu'après, au bout des deux niveaux-là, vous êtes vraiment ultra outillé. Pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, des programmations énergétiques d'un traumatisme. Donc là, on va aller un peu plus en profondeur. Alors, le niveau. Alors, du coup, on parle là. Alors, c'est là où il y a juste niveau 3, des programmations énergétiques d'un traumatisme, niveau 1. Et le niveau 4, ça sera le niveau 2 de la même technique. Alors, le module 6, on verra les principes, la routine, le calibrage et les tests de changement. On verra donc l'origine et les principes de fonctionnement de la technique. On verra la routine qui est complète. L'utilisation des raccourcis pour aller plus vite, parce que c'est pas forcément utile de la faire tout le temps, la routine complète. On verra les techniques de calibrage pour bien vérifier que la personne qui est en face de vous, si vous voulez l'utiliser sur quelqu'un, elle est bien, on va dire, elle est bien calibrée, dans la bonne situation. On verra aussi les tests pour valider les changements après traitement. Ça, c'est ultra important, c'est-à-dire qu'on traite et après on teste. C'est immédiat, hein, c'est-à-dire qu'on voit s'il y a eu un changement ou pas. S'il n'y a pas eu de changement continu. Après, on verra deux techniques avancées complémentaires. Alors, comme ça, je ne me rappelle même plus lesquelles que c'est, mais c'est deux techniques qui sont quand même avancées. Module 7, ça va vraiment être primordial, c'est le ciblage d'un problème RSI d'une cible. Ça, c'est quelque chose qui est capital. Parce que si vous voulez trouver le problème et le dégommer, c'est comme si vous faisiez du laser sur une tumeur. Si vous faites un coup de laser à côté, ça ne changera rien. Par contre, si vous l'avez bien identifié, après, ça va dégommer et c'est terminé. Donc, on verra les critères pour cibler précisément un souvenir problématique. Donc, il y a des critères. On verra la technique pour trouver tous les aspects de la cible identifiés. Donc, en gros, on est parlé au tout début du VACOG, avec tout ce qui était visuel. Mais après, il y a d'autres choses aussi à identifier. On verra le protocole d'activation à un traitement d'une cible, parce qu'il faut l'activer pour pouvoir la dézinguer. Ensuite, on verra 4 techniques de dérouler des récits traumatiques à choisir en fonction de l'intensité du traumatisme. C'est-à-dire qu'en fonction du traumatisme, si quelqu'un n'a pas envie de le revivre, ou si quelqu'un n'a pas envie de donner des détails trop perso, ou si les personnes n'ont pas envie de pleurer, on va pouvoir s'y adapter. Ensuite, on va traiter une résistance inconsciente. Alors ça, dans certains cas, on peut avoir encore une résistance qui ne veut pas sauter. Bon, on verra qu'il y a des possibilités de le faire. Et on arrivera donc au niveau 4, le dernier, qui est donc le niveau 2 de la même technique. Donc le module 8, les protocoles et traitements de problèmes et la fiche d'intervention. Donc là, vraiment, ça va être vraiment pro. Hein. Donc on verra le protocole complet d'intervention et de traitement d'une cible, parce que ça peut paraître complexe comme ça, mais c'est-à-dire que vraiment, quand on voit après ce qu'on peut faire avec ce genre de technique, c'est que vraiment, on a une approche qui est presque chirurgicale. Hein. On verra la vérification si le problème est complexe, isolé et en réseau. Parce que rien que ça, c'est que quand on a compris le principe, il y a tout qui s'écroule en un coup. Et ça, c'est génial. On va identifier le souvenir source du problème. Ensuite, on verra le traitement de toutes les cibles d'un niveau. Parce que d'un niveau, en effet, on peut avoir de l'épidémie. On va avoir un problème au départ qui va commencer à aller à côté ailleurs. Quoi. Et ensuite, on verra comment moduler l'exposition. Parce que en gros, c'est comment exposer la personne plus ou moins au souvenir traumatique, parce que c'est pas la peine non plus de la faire pleurer tout le temps. Hein. Module 9, on verra la stabilisation, les ressources et les douleurs. Donc après, à quel moment utiliser la stabilisation pour faire en sorte que les personnes soient cool, se sentent bien. 6 techniques de stabilisation de l'accompagné, l'installation des nouvelles ressources, le traitement des douleurs. Est-ce qu'on peut traiter les douleurs? C'est pas une obligation, hein. C'est juste, on va dire, un bonus. La technique pour enlever les croyances limitantes, parce que ça aussi, c'est toujours bien de virer les croyances qui nous parasitent. Et enfin, le module 10, qui sera la synthèse des modules 3 et 4, des niveaux 3 et 4, avec donc l'anamnèse, où on fait vraiment la liste de toutes les questions à poser pour être sûr de rien oublier, la fiche d'intervention complète et la simulation d'une séance complète. Donc voilà tout ce que vous allez voir dans ce produit. Donc si vous avez maintenant des questions, oui. Alors merci beaucoup déjà pour cette présentation.
Vous avez toutes les Après infos les donc questions, en cliquant sur si le vous en bouton avez. juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Et donc c'est un format en 4 niveaux, c'est avec des ateliers aussi en direct. Le programme est déjà commencé, donc vous accéderez directement au premier replay et puis ensuite, eh bien, vous aurez les ateliers directs pour poser aussi toutes vos questions pendant ces ateliers-là. On a déjà quand même dépassé le timing un petit peu. Donc, on va juste prendre la question de Sandrine qui me paraît quand même assez importante, c'est comment faire quand on n'arrive pas à trouver la cause ou le traumatisme qui nous cause des soucis. Alors, il y a des techniques pour ça. Déjà, il faut déjà se poser la question. La question vaut le coup de connaître la cause. J'ai pas de réponse par rapport à ça. C'est-à-dire que dans certains cas, ça va valoir le coup de trouver la cause primaire, en fin de compte, du traumatisme. Et dans certains cas, ça ne vaudra pas le coup. Alors, du coup, là, moi, je ne pourrais pas forcément dire si ça vaut le coup, ça sera vraiment la personne de le dire. Si c'est quelque chose qui est vraiment, qui a été vraiment traumatique, qui est enfoui, que le cerveau ne veut pas le ressortir, j'ai un exemple, hein, par exemple, un viol. Si c'est un viol, je sais pas si ça vaut le coup. Parce que j'ai entendu des témoignages de personnes qui avaient justement, qui avaient suivi des thérapies pour identifier la cause de leur mal-être. Et elles s'étaient retrouvées à dire, ok, j'ai découvert que j'étais violée. Et du coup, c'était compliqué pour elles derrière. Bon, voilà. Bon, après, ça à savoir. Si après vous voulez le trouver, eh bien, après, oui, il y a des moyens, il y a moyen. Il y a moyen, c'est qu'en fait, on va remonter le fil, en fin de compte. On va remonter le fil. Est-ce qu'on va le trouver? Je sais pas. Ça va dépendre de vous. Mais en fin de compte, logiquement, si on monte le fil, on va retrouver des choses. Et par exemple, je vous ai donné l'exemple de la personne qui était la direction de la communication, qui avait été embêtée quand il était jeune par c'était pas des amis, mais par des personnes qui étaient un peu plus âgées que lui. La réponse, je l'ai pas eu tout de suite, hein. Il a fallu que je pose des questions, parce que je comprenais pas d'où ça venait en plus. Enfin, je comprenais pas. J'arrivais pas à l'amener sur la réponse. Et c'est en discutant, et au bout d'un moment, bon, on avançait, puis au bout d'un moment, il m'a dit, ouais, je sais pas si c'est un rapport, mais tiens, ça me fait penser, j'ai un flash, ça me fait penser à ça. Bah, bah oui, évidemment que c'est ça. Évidemment, parce que c'est en fait, quand ça arrive comme ça, que l'inconscient vous envoie l'image, vous envoie le souvenir d'un air, ouais, ça n'a aucun rapport, mais je ne sais pas pourquoi je te l'envoie là, évidemment que c'est ça, évidemment. Et même dans certains cas, on peut même reprendre ce souvenir-là pour essayer de voir derrière, hein. Parce que ce fil-là, il peut être des fois encore plus long qu'on l'imagine. Donc oui, on peut retrouver les éléments derrière. Après, ça va Merci beaucoup dépendre, pour c'est ta pas la science réponse. exacte, Merci à vous pour toutes vos questions, mais on pour peut vos le faire. partages aussi dans le chat. Et merci Frédéric pour toutes ces informations qui sont très très riches et très intéressantes. Donc vous aurez accès au replay eh bien, dès demain dans la journée. Vous pourrez revenir dessus pour revoir, renoter des petites choses que vous auriez pu louper ce soir. Et on a quelques petits retours de Ginette qui nous dit merci beaucoup pour toutes ces explications. Céline qui nous dit j'aime bien ce que vous proposez Frédéric, ce sont des processus complets et concrets. Et donc ce sera vraiment comme ça aussi dans l'atelier. Donc voilà, vous pouvez vraiment retrouver toutes les infos sous la vidéo ou juste au-dessus du chat. On va vous souhaiter une très très belle nuit. Merci Frédéric, je te souhaite une très Bah, merci à tous. Merci pour vos témoignages, d'avoir participé avec votre vécu, vos vécus. Et je vous dis, je vous dis que de toute façon, avec on peut y plaisir. arriver. Merci à vous tous. Après, Passez une avec très ou très sans belle moi, nuit mais on et on peut y se arriver. retrouve très bientôt. Au revoir à Merci tous. Cédric. Au revoir.